Petit-fils du président de la société la plus puissante et la plus grande du pays, regroupant des sociétés diversifiées, la société TK Group, Sean Tolley, à temps partiel, le duc de Stanningham, Chester Tolley, comme on disait, était habitué au luxe et au pouvoir de Le Berceau. En plus du titre acheté par son grand-père, ce chéri du destin a hérité à la fois du beau visage du duc et de sa silhouette courageuse, et bien sûr, il aimait les mettre en valeur avec les meilleurs vêtements et les accessoires les plus prestigieux. Il n'est pas surprenant de conclure que Tolley, qui était dans la fleur de l'âge, appréciait tout ou presque toutes les beautés qu'il rencontrait, mais il avait un cœur et il appartenait à une seule fille. L'élu issu d'une famille de statut beaucoup plus bas n'a pas pu résister lorsque le duc lui a proposé de se marier et a fondu en larmes de bonheur, car elle considérait Chester comme l'homme idéal et l'idolâtrait simplement. Mais il faut dire qu'en affaires, Chester Tolley a dépassé tous ses concurrents en prenant le poste de directeur du département de planification stratégique chez TK Group et en devenant le successeur officiel de son grand-père. La presse a loué de toutes les manières les talents du petit-fils Tolley, ainsi que sa belle apparence. Et voilà que le bruit commençait à se répandre sur le fait que M. Tolley avait troqué son entreprise familiale contre une liaison avec une simple fille, employée d'une agence de publicité collaborant avec le groupe TK. Le jeune cousin de Chester, directeur exécutif du département de production de la même entreprise, Luc, 34 ans, était furieux et consterné que son cousin soit autant promu dans la presse écrite qu'il espérait que ce n'était que des ragots. Mais il était quand même très ivre. Enivré, il était hanté par l'idée que son cousin était un scélérat, faisant ce qu'il voulait et le poussant, lui, Luc, au second plan. Dans le vain espoir que les informations de la presse écrite seraient réfutées à la télévision, Tolley Jr. s'est tourné vers les informations. Pire encore, il comparait les deux cousins à des concurrents et parlait de la défaite écrasante de Luc sur fond de succès de Chester. Humiliation insupportable, Luc sanglota et jura de détruire tout le monde. Passons rapidement au petit restaurant de la famille Kenny, où a récemment eu lieu une célébration en l'honneur de la nomination de la fille aînée, mais, au poste de directrice adjointe du département technologique de la même société du groupe TK. Lorsqu'il y a 10 ans, mais est apparue pour la première fois devant ses proches dans un tailleur-jupe qui n'était pas bon marché selon leurs normes, très approprié pour une femme débutante dans une grande entreprise, de plus, soulignant favorablement toutes les courbes du corps, sa famille était ravie. La mère haletait que les vêtements coûteux rendaient sa fille incroyablement belle, les jeunes frères criaient qu'elle était cool et comme une adulte. Mais elle-même pensait que le costume était un bon achat et que son coût n'était pas si élevé, compte tenu de sa durée de vie. Ensuite, la jeune femme de carrière a douté d'elle-même et a décidé dans la panique qu'elle serait expulsée immédiatement après la période d'essai, mais sa mère a commencé à lui donner des conseils sur la façon de tenir le coup au travail et de ne pas retourner ses collègues et ses patrons contre elle. La sage-femme a expliqué que la vie d'adulte est vraiment cruelle, qu'il y a du surmenage, des violations de l'éthique du travail, voire du harcèlement de personnes indésirables. L'essentiel est donc de garder 3 règles à l'esprit: ne contredisez pas vos supérieurs, dites ce que les autres aiment, et sourire. Et à peine 10 ans plus tard, Miss Kenny, travailleuse, active et pleine de charme, ancienne numéro 1 au lycée et aujourd'hui un atout précieux, numéro 1 du service client et du team building, responsable des cours de formation, a atteint un niveau très élevé. Poste dans le département technologique. La plus jeune femme à devenir directrice adjointe, les gens plaisantaient sur elle par envie qu'elle soit une intelligence artificielle développée par TK Group. Ainsi, debout devant le directeur du département de planification stratégique, le fils aîné du président de la société, mais Kenny apprit avec les genoux tremblants qu'elle avait été rétrogradée. Monsieur Chester Tolley a déclaré à Kenny qu'elle était désormais la secrétaire et le bras droit de son cousin, le directeur exécutif du département de fabrication de l'entreprise, Luc Tolley. Mais n'en croyait pas ses oreilles, car elle occupait un poste de direction et devait maintenant devenir une simple secrétaire. Les larmes aux yeux, la femme pensa qu'elle avait travaillé comme un cheval pendant tant d'années, et pourquoi, pour une rétrogradation si soudaine. En réponse aux demandes de Miss Kenny de souligner quelles étaient ses erreurs et de promettre de tout réparer, le fils du chef a déclaré qu'elle était une employée idéale et qu'il ne voulait lui-même pas manquer une telle employée. Explique le patron, elle est la seule dans toute l'entreprise qui semble capable de s'occuper de son cousin. Chester Tolley a adouci cette étrange justification des licenciements avec la promesse d'une très bonne offre de Saint-Ray, symbole du monde des affaires américain. Entouré de pins et de cèdres si denses que même les rayons du soleil traversant leurs branches semblaient durs, était le manoir familial de Sean Tolley. Autrement dit, les messages de Saint-Ray étaient des ordres directs du chef du groupe TK lui-même. Étonné, Mae Kenny réalisa que soit la plus grande chance, soit la plus grande crise était arrivée dans sa vie et qu'elle n'avait nulle part où se retirer. Et à ce moment-là, l'avion avec ce même cousin à bord se dirigeait vers New York.
Luc Thollet a atterri avec succès à l'aéroport après un vol international. Portant une valise légère et plusieurs sacs de courses de marque Cher, il marchait lentement en tom et en chemise hawaïenne à la mode sur un nouveau t-shirt. Beau comme Apollon, heureux et avec un oreiller de voyage autour du cou, Luc ne pensait à rien sauf au travail, mais soudain l'attention de la fashionista fut attirée par l'appel fort mais respectueux de quelqu'un. C'était son assistant John Kemp ou, en termes simples, le chauffeur Kemp. Le dévoué et aimable John a accepté les affaires de son patron, lui a demandé comment s'était passé le vol et a suggéré, en guise de compliment, que M. Thollet avait travaillé dur pendant le voyage d'affaires. Cependant, le voyage d'affaires n'était qu'un prétexte pour le plus jeune petit-fils du chef de l'entreprise TK Group. En fait, il allait s'amuser, il jugeait nécessaire de se défouler après un long travail non-stop. Luc Thollet aspirait à devenir lui-même le maître de Saint-Ré et croyait que son cousin, un vrai salaud, l'avait accroché. Bouleversé par une telle injustice, Luc a décidé de laisser ensuite l'entreprise se débrouiller sans lui, c'est pourquoi il est parti si brusquement en voyage d'affaires, aux grandes dames de son cousin. Le chauffeur reçut donc désormais l'ordre d'emmener son client de l'aéroport directement au siège de l'entreprise, au service dont Chester avait la charge, ce qui découragea Luc, qui souhaitait faire une pause sur la route. L'appel du cousin a complètement enragé le pseudo-homme d'affaires et a été renvoyé d'un mouvement rapide du doigt. Thollet Junior s'est assoupi dans les embouteillages, mais a été réveillé par un autre appel téléphonique, auquel son assistant hésitait à répondre ou à réinitialiser lui-même, car il s'agissait du numéro de May Kenny, qui était toujours considérée comme la directrice adjointe. Luc a été découragé par cet appel, mais plus encore par la nouvelle que May avait été démis de ses fonctions de direction et nommée son assistante personnelle et secrétaire. Le nouvel assistant a déclaré que M. Thollet pouvait interroger lui-même son cousin, mais Luc a décidé que May lui faisait simplement une blague et a raccroché. Lorsque Kenny a signalé cela au directeur du département de planification stratégique, il a plissé les yeux avec colère, mais en même temps sournoisement, et lui a ordonné de continuer à exécuter tout ce qui était prévu conformément au calendrier. Le directeur exécutif du département de production de la société TK Group, Luc Thollet, vivait dans le quartier le plus élitiste de New York, Hudson Yard, dans un gratte-ciel luxueux près de Hudson Park. En entrant dans l'immense appartement design, Luc a immédiatement enlevé ses vêtements, a rapidement lavé la poussière de la route sous la douche, est tombé sur le lit double et s'est endormi pendant la nuit. Bien sûr, il a oublié de verrouiller la porte. Dans le rêve, notre voyageur, un homme musclé, il faut le dire, retournait au plaisir de son pseudo-voyage d'affaires, aux vagues azurées chaudes, au surf, au shopping, aux soirées nocturnes dans les clubs et aux beautés sensuelles prêtes à tout. Mais un coup de téléphone tira brusquement M. Thollet de son doux oubli et le plongea dans une véritable horreur. L'assistant Kemp a semblé traîner à sa portée, d'une voix confuse, a supplié d'entrer, et avec lui, l'un des adjoints du groupe TK ne lui a pas permis de se reposer de la route. Secouant les restes de son sommeil et contenant à peine sa rage, le directeur général, assis sur le lit en short, n'a invité que son adjoint à entrer et n'a pas du tout pensé à son apparence. L'adjoint a pris le téléphone du chauffeur. Bon sang, c'est le même farceur du département technologique, May Kenny, dont elle pourrait avoir besoin. En colère, se demandant pourquoi Miss Kenny s'était présentée alors qu'elle était censée travailler dans l'entreprise, Thollet Junior n'a pas pu se retenir et a crié après May, lui demandant pourquoi diable elle était partie à sa porte. La confirmation que Kenny n'était plus adjoint au département technologique, mais, sur ordre de Saint-Ré, son propre secrétaire, ou peut-être assistant, laissa Luc Thollet sous le choc. Mais a fait preuve d'audace et a fait irruption en utilisant la porte non verrouillée, affirmant qu'elle avait peu de temps et qu'elle n'écoutait pas les objections de son nouveau patron. Je dois dire que Luc avait beaucoup de choses à regarder en plus de ses biceps, il n'a pas eu le temps de s'habiller du tout, il a même réussi à se laisser tomber par terre en essayant d'enfiler son pantalon, mais il s'était déjà levé. Le directeur exécutif a été submergé de honte et de colère, apparaissant en négligé devant un subordonné impudent. Parti, mais réussit néanmoins à examiner Thollet de la tête aux pieds, fermant la porte, reporta sans cesse son regard sur ce qu'elle voyait. Enfin, le petit-fils du chef et directeur exécutif de la plus grande entreprise du pays s'est présenté à ses subordonnés en tenue de maison, en t-shirt et en short. Ayant appris qu'il devait partir dans 15 minutes, il s'est d'abord saisi la tête, puis a grimacé et a dit qu'il n'était pas prêt et qu'il ne s'était pas encore lavé ni pris de petit déjeuner. Il s'est avéré que les assistants lui avaient préparé à l'avance des vêtements de bureau. Nous avons également commandé des sandwichs et du café. Luc était un peu confus et en même temps indigné, car il ne mangeait pas la plupart des types de sandwichs, mais ils lui apportèrent exactement le bon, avec du jambon, du fromage et des œufs, sans légumes. Bien sûr, c'était une envie de s'attirer les faveurs, mais cela évoquait tellement l'inquiétude,
Luc était touché, mais aussi méfiant. Cette nouvelle secrétaire découvrirait tout partout, et elle était aussi autoritaire comme un tank, agaçante. Semble-t-il, ne pouvait pas sortir de son rôle de députée, car d'un ton confiant, elle a ajouté que dans la voiture, elle lui parlerait plus en détail de la situation et du programme d'aujourd'hui. Le directeur exécutif a explosé, même si Kenny est son assistant personnel, mais venir si soudainement, faire irruption dans l'appartement sans invitation, est une impolitesse. Il peut même se promener nu ici, c'est un espace privé. La voix de Tollé Junior semblait furieuse, mais il y avait aussi des notes ludiques dans les mots sur le manque de vêtements. Mais écarquilla les yeux et se demanda si c'était parce que la directrice exécutive n'était pas à l'aise d'apparaître nue devant elle parce qu'elle était une fille. Le petit-fils de l'oligarque est d'abord tombé dans la stupeur, puis a éclaté de rire et a déclaré que Kenny était devenu fou. Le subordonné a tenté d'arranger les choses en disant que le directeur semblait à l'aise avec elle parce qu'il riait et qu'elle en était contente, puis il lui a rappelé qu'il lui restait 10 minutes avant son départ. Lui et l'adjoint Kemp ont supposé que M. Tollé n'aurait pas assez de temps pour se doucher, ils ont donc préparé une serviette mouillée à l'avance. Ces deux-là allaient vraiment laver Luc, directement dans l'escalier, sans vergogne jusqu'à la honte. Le secrétaire, d'ailleurs, se mit à parler familièrement. Tollé ne pouvait pas supporter cela et a crié qu'il fallait lui retirer le matériel de nettoyage et que tout ce qui se passait l'irritait. Les assistants obéirent et se retrouvèrent maintenant devant le patron, confus, même s'ils ne semblaient pas pleinement se rendre compte de leur erreur, notamment Miss Kenny. Luc Tollé était en colère, mais en regardant l'ancien adjoint du département technologique, et maintenant son secrétaire, il s'est progressivement adouci, bien qu'il se soit réprimandé pour cela. Mais s'habillait de façon démodée et sombre, mais selon sa silhouette, et ce n'était pas la première fois que Luc se surprit à vouloir la regarder, et le regard de cette jeune femme ressemblait à celui d'un chien. Bien que, comme le raisonnait Tollé Junior. Les expressions faciales et le ton de la voix de l'ancienne députée aient toujours été sobres et monotones, même lorsqu'elle a été impolie aujourd'hui et s'est ensuite excusée, il n'est donc pas nécessaire d'inventer des bêtises. Et pourquoi s'embêter avec la secrétaire mal élevée, la mettre dehors si elle continue comme ça, et c'est tout, a décidé le patron, mais pour l'instant il lui a dit, ainsi qu'au chauffeur, d'attendre 5 minutes pendant qu'il se lavait. Les subordonnés ont exprimé leur volonté d'attendre, Kenny ayant l'air excité, tandis que Kemp semblait mal à l'aise, mais il semblait également que le conducteur était rusé et jouait à une sorte de jeu. Le patron n'a pas aimé tout cela, et a été particulièrement irrité par May, dès leur première rencontre il y a 10 ans, lorsqu'ils sont venus au centre de formation du groupe TK en tant que stagiaire, et cette fille s'est immédiatement montrée une parvenue, en plus, un alésage. Depuis, Miss Kenny n'a pas changé du tout, les mêmes longs cheveux bruns, souvent en queue de cheval, les mêmes lunettes ennuyeuses et le même costume 2 pièces noires, quand elle a le temps de le laver, si elle le porte tous les jours. Fashionista reconnue, Tollé a été surprise de voir comment on pouvait porter le même style pendant 10 ans, même si ce costume stupide met bien en valeur votre poitrine, mais vous devez en quelque sorte suivre les tendances modernes. Luc s'est souvenu de l'annonce des meilleurs stagiaires de la 53e édition, les salariés sélectionnés du groupe TK, mais l'a ensuite dépassé en prenant la première place. Même si le second n'est pas mauvais non plus, c'est dommage, car le futur directeur exécutif a travaillé si dur pour ne pas avoir honte d'être appelé le successeur du groupe TK, mais son frère a ensuite été nettement dépassé, ce qui est encore plus offensant. Mais depuis son enfance, Luc essayait de répondre aux attentes de son environnement, était le meilleur en mathématiques au lycée et entendait toujours parler de son talent. À l'école et à l'université, il était le meilleur dans le classement académique, donner de mauvaises notes à son père aurait été une honte pour lui, et obtenir les éloges de son père lui demandait d'énormes efforts. Obtenir son diplôme de Harvard avec mention n'a pas non plus été facile, mais Luc n'a jamais cédé le championnat à qui que ce soit. Et soudain, prendre la 2e place parmi les apprentis de l'entreprise de son propre grand-père est une honte indélébile. Je voulais tuer cette poubelle de Mike Kenny, vraiment, je voulais aussi l'entraîner dans le lit, mais qui était-elle de toute façon, la fille des propriétaires d'un petit restaurant, une fille arrogante dans une jupe ennuyeuse jusqu'aux genoux, et elle était je ne suis même pas surpris qu'elle ait gagné. Il ne lui restait plus qu'à serrer les poings. C'est ce que pensait le petit-fils de l'oligarque Sean Tollé en se séchant les cheveux, debout devant le miroir en pantalon, avec des articles de toilette et des photos de famille sur la table du designer devant lui. Cette fois, le secrétaire frappa et Tollé Junior lui demanda sarcastiquement s'il l'avait fait en 5 minutes, et Kenny le complimenta pour sa rapidité. Bien que ce nerf ait peut-être jeté un coup d'œil au torse athlétique de Luc, et que son attitude étonnante n'était pas une question de timing, le mot a été prononcé sur un ton robotique. Le réalisateur a regardé dans les yeux de l'assistante et a encore une fois remarqué qu'il ressemblait à des océans gris-bleu,
mais leur expression de chien était embarrassante, comme si cette femme s'attirait les faveurs même avec son regard, et cela valait la peine de jeter ses lunettes. Enfilant une chemise sur son corps puissant, le bel homme s'indignait mentalement du fait que ce boa constrictor en jupe lui soit assigné, et en même temps se demandait comment un activiste qui savait tout sur tout pouvait être à ce point rétrogradé. Luc s'est tourné vers May, l'appelant, à l'ancienne, adjointe, et a dit durement qu'il ne supportait pas les assistants, il était collant. La secrétaire était confuse, mais a réussi à rassembler son courage et à répondre qu'elle essaierait de plaire. Regardant May par-dessus son épaule, le directeur de production a déclaré lentement mais fièrement qu'il tolérait habituellement les gens qu'il détestait bien, mais que cela ne fonctionnerait pas avec le nouvel assistant. Se tournant un peu plus fort et fermant sa montre coûteuse, Luc Tollet, prononçant les mots clairement et séparément, appela la secrétaire par son prénom et son nom et lui dit qu'il la détestait. Se penchant vers May, Tollet Junior a expliqué qu'il la détestait à partir du moment où ils ont été affectés au même groupe au centre de formation, et a également exigé qu'elle se rende tranquillement et démissionne de son poste actuel. Pendant qu'il parlait, Luc dévora d'abord les lèvres et le cou gracieux de son assistante, déplaça ses yeux avides vers ses jambes fines, aussi loin qu'elles pouvaient être vues, puis remonta vers ses seins rebondis. Il regarda la tablette fermement serrée contre sa poitrine, ses doigts fins et longs et ses poignets gracieux. Soudain, May Kenny a annoncé que le timing était de 7 minutes en avance, mais qu'il était temps d'avancer. Tollet fut choqué par une réaction aussi étrange. Kenny a également rapporté que son grand-père, président de la société TK Group, l'attendait. Le directeur du département de production se figea brièvement d'étonnement, puis se saisit la tête et sourit. Enfilant sa veste, Tollet Junior se dirigea rapidement vers la sortie, ordonnant à ses subordonnés de le suivre, tout en se demandant pourquoi son grand-père avait pu l'appeler, et en même temps que sa nouvelle secrétaire était, après tout, un imbécile anormal. Mais se souvint avec ressentiment des paroles de Luc sur la haine et réfléchit au fait qu'elle ne l'aimait pas dès le moment où ils se sont rencontrés pour la première fois. L'héritier arrogant du titre de duc de Stanningham et de la société la plus puissante du pays était appelé par beaucoup un prince, même s'il était et restait le bâtard le plus ordinaire. Pourtant, dans la voiture, injustement rétrogradé puis insulté par son nouveau patron, Miss Kenny n'arrêtait pas de regarder son patron renfrogner dans le rétroviseur et se rendit compte qu'elle l'admirait. Mais se souvient de la façon dont le patron arrogant se penchait vers elle avec ses paroles cruelles, comment il regardait par-dessus son épaule, son profil, ses lèvres. La femme a été forcée d'admettre que M. Luc Tollet était tout à fait son type. Entouré de magnifiques jardins et de forêts accidentées, le majestueux Saint-Ré que la nouvelle secrétaire du groupe TK, May Kenny, a visité avant de prendre ses fonctions était un spectacle à voir. Mais le propriétaire lui-même a fait une impression encore plus forte sur Miss Kenny que le manoir ancestral du président de l'entreprise. Seul face au duc de Stanningham assis à un bureau luxueux, mais recula sous son regard prédateur, impérieux et qui plus est scrutateur. Monsieur Sean Tollet a dit calmement et avec arrogance à la secrétaire que son petit-fils, le directeur de la planification stratégique, l'avait hautement félicité, puis a demandé si Miss Kenny connaissait vraiment si bien son entreprise. Le chef du conglomérat a exigé que May fasse tout correctement, travaillant sous le commandement de son autre petit-fils, ce à quoi la secrétaire du département de production a balbutié et a déclaré qu'elle n'était toujours pas si bonne. Sean Tollet a effrayé May parce qu'il a entendu que ses jeunes frères étaient prometteurs en patinage de vitesse. Appelant Miss Kenny son adjointe, l'oligarque a déclaré que si les frères sont comme elle, ils doivent être incroyables, et TK Group n'est pas contre le soutien d'athlètes talentueux. May Kenny s'est souvenu des propos du directeur du département de planification stratégique de l'entreprise, Chester Tollet, selon lesquels elle attendait une très bonne offre de Saint-Ré. Timidement, sous le regard de tigre plissé de Sean, la secrétaire du département de production réalisa que c'était exactement cela. Après la rencontre, en se promenant dans le magnifique jardin, la jeune femme fatiguée s'est souvenue de la conversation avec l'homme tigre, de son regard bestial et de son exigence de tout faire comme il se doit, et s'est sentie comme une victime d'un prédateur. Mais May s'est convaincue que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, car jusqu'à présent, elle se portait bien. Ensuite, j'ai pensé que je ne m'étais pas beaucoup penchée sur les affaires des jumeaux, qu'ils avaient probablement besoin d'argent maintenant, et que ce serait formidable si les frères avaient seulement l'opportunité de faire du sport. Au même moment, Miss Kenny entendit un appel. C'était l'un de ses frères, Martin. Avec Mécart, il célébrait justement le parrainage officiel de TK Group dans le café de sa mère, ce qui faisait l'envie des voisins. La sœur aînée a félicité les jumeaux et a décidé que, pour leur bonheur, elle devait d'une manière ou d'une autre plaire à Luc Tollet. Et maintenant, assise dans la voiture avec lui pour l'accompagner à une réunion avec le chef de l'entreprise, Kenny était tourmentée par la réalisation qu'elle aimait vraiment le directeur exécutif lui-même en tant qu'homme.
mais a essayé de se convaincre de ne même pas penser à une telle mésalliance, et a également essayé de trouver comment plaire à ce patron en colère, pour le bien de ses frères. Ainsi commença le travail de Miss McKenny en tant que secrétaire du directeur de la fabrication du groupe TK, M. Luc Tollet. Avec le président, Luc se comportait comme un petit-fils doux et courtois, il s'intéressait à la santé de son grand-père et se rappelait comment il lui avait apporté des cadeaux d'Autriche lorsqu'il était enfant. L'oligarque ressemblait également à une personne complètement différente de celle qu'il avait rencontrée pour la première fois avec McKenny, même s'il n'avait pas répondu à son appel. Le secrétaire fut surpris de voir à quel point le duc avait l'air gentil, mais pensa que son petit-fils était probablement le seul à pouvoir lui parler aussi librement. Finalement, le chef de la société a tourné son attention vers McKenny et lui a demandé avec colère si elle faisait son travail correctement. Mais trembla intérieurement sous le regard de Sean Tollet et dit doucement qu'elle n'avait pas montré son meilleur côté, puisque c'était son premier jour. Le chef a confirmé qu'il était au courant de son retard, ce à quoi Kenny a promis de s'améliorer. Luc, regardant la secrétaire, se demanda ce qui n'allait pas chez elle, son comportement semblait avoir changé à 180 degrés. Le duc de Stanningham a déclaré sévèrement qu'il avait de grands espoirs pour Miss Kenny et que ce serait formidable si elle ne le décevait pas. Tremblante, babillait qu'elle était honorée et qu'elle ferait de son mieux pour être à la hauteur des attentes. Le petit-fils de l'oligarque a été choqué par la lâcheté inattendue de son subordonné. Sean a de nouveau approché Luc, l'invitant à venir plus souvent chez Saint-Ray et lui rappelant qu'il était l'une des personnes clés du groupe TK. Le président a également recommandé le bon usage d'une employée aussi talentueuse que Miss McKenny. Luc Tollet a reconnu qu'une personne aussi talentueuse était difficile à trouver, appelant par habitude son secrétaire son adjoint. Mais néanmoins, Luc a voulu se plaindre du manque de cérémonie de mai, qui a fait irruption dans son appartement sans frapper le matin. McKenny ne voulait pas se faire virer le premier jour, alors elle a décidé de tirer Tollet Junior par la manche pour arrêter son discours. Tollet se retourna avec indignation, puis commença à continuer l'histoire de la matinée précédente. Puis May lui attrapa la main. En se retournant, Luc vit à la fois un regard colérique et suppliant, les larmes aux yeux. Le directeur voulait dire au grand-père de haut rang que la secrétaire était un peu folle, mais il venait juste de commencer lorsque McKenny s'est mise à tousser. Le chef de la société a déclaré que, d'après ce qu'il avait compris, Luc était content. Le petit-fils n'a pas trouvé d'autre choix que d'accepter et de dire merci beaucoup pour que son grand-père lui ait assigné une si merveilleuse secrétaire. Le soir, May a failli tomber sur le seuil de l'appartement qu'elle louait avec son amie. Elle était épuisée par la rencontre avec le chef de l'entreprise, elle voulait juste prendre une douche et s'endormir immédiatement. Mais de joyeux jumeaux l'attendaient à la maison. La voisine et amie d'enfance Sandra Locke, ou simplement Sandy, une louche à la main, a demandé à May si elle avait mangé. Mais a été surprise que les frères soient apparus si soudainement chez elle. Martin, Mekar et Sandy ont expliqué qu'ils avaient prévu une fête surprise pour le parrainage des frères. Sandra a envoyé son amie sous la douche et a commencé à manger, les jumeaux se sont précipités pour l'aider, même s'ils sont en fait intervenus. Fatigués de travailler dur, mais pensaient que, comme elle l'avait entendu un jour, les idiots ne peuvent pas être réhabilités. Après avoir pris une douche de contraste, la femme a senti qu'elle avait pris vie. Puis Sandy est entrée et lui a dit joyeusement que son frère aîné viendrait bientôt et qu'ils pourraient dîner ensemble. Mais était surprise et ravie, elle n'avait pas vu Hank, avec qui elle avait été amie tout au long de son enfance, et il lui manquait. La cloche a sonné, suivie d'une conversation à la porte, les frères Kenny interrogeant Hank Locke sur la façon dont il est arrivé là et s'il était coincé dans la circulation. Mais était ravi de voir son ami d'enfance grandir. Un bel homme aux cheveux blonds et aux yeux verts qui venait d'arriver la salua joyeusement et lui dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Hank Locke a regardé McKenny avec intérêt, et c'était réciproque, mais ils étaient habitués à se percevoir comme des parents nommés. De manière fraternelle, l'invité a ébouriffé les cheveux de son amie d'enfance et a dit qu'elle était toujours la même. Mais a été surprise et a demandé si c'était à cause du t-shirt avec le chien Trusty. Hank a confirmé que c'était exactement pourquoi, et qu'il ne s'attendait pas à ce que son ami aime toujours ce personnage. Les frères et sœurs Kenny et Locke étaient très heureux de se voir, ils se traitaient tous comme une seule famille. Ils sont nés et ont grandi dans le quartier, se rendaient visite constamment, Hank est même devenu babysitter pour la petite May, presque du même âge que sa sœur, et ses petits frères. Mais Kenny a quitté l'école très tôt alors qu'elle était la meilleure jeune de 17 ans du pays à entrer à l'université, mais elle n'a pas réussi à se faire d'amis au cours de son année. Ainsi, le temps passé avec Hank et Sandra Locke est devenu le meilleur souvenir d'enfance de May. Le frère aîné et ami préparait les filles aux examens, déjeunait avec elles, soutenait leurs conversations et leurs blagues, dans leur enfance, leurs jeux. Elle et Kenny étudiaient dans la même école et rentraient souvent ensemble à pied, alors qu'ils rencontraient habituellement Sandy à l'école voisine, et ils pouvaient tous les trois se promener.
Hank a également apporté un grand soutien à son amie lorsqu'elle est entrée à l'université à un jeune âge et il était fiable, comme un grand frère. Kenny et Locke ont trinqué pendant la réunion, la plupart avec de la bière, seulement en mai avec du cola. Sandra plaisantait habituellement en disant que son amie ne connaissait même pas le goût de la bière et qu'elle passait à côté d'une des joies de la vie. Mais était gênée, mais ne voulait pas enfreindre les principes d'un mode de vie sain, même si elle a confirmé que la raison était bonne. La table était remplie de félicitations aux jumeaux pour leur parrainage et à Hank, un ancien recruteur d'un cabinet d'avocats. L'homme l'a corrigé en lui disant qu'il était désormais avocat dans le département de production du groupe TK, c'est pourquoi il est retourné aux États-Unis et allait s'installer ici. Mais a déclaré qu'à partir de ce jour, elle a également travaillé dans le département de production de TK, uniquement en tant que secrétaire. Un ami a commencé à l'interroger en plaisantant, lui demandant ses impressions sur sa collaboration avec Luc Tollé. Mae Kenny a répondu qu'elle n'avait pas de mots, et Sandra a ri en disant que Mae avait une expression comme une crotte barbouillée. D'une voix de journaliste professionnelle, Miss Locke a commencé à dire que Luc Tollé, duc de Stanningham de 3e génération, était connu depuis longtemps comme le seul petit-fils reconnu du plus grand conglomérat du pays, TK Group. Considéré depuis son enfance comme le prochain successeur de TK, avec du sang bleu et une apparence de poupée, Tollé Jr. a grandi sous l'attention particulière de tout le pays pour sa personnalité aristocratique unique. L'immense intérêt porté à l'héritier d'une entreprise géante a conduit à l'invasion des paparazzi et des journalistes dans sa vie privée. Ainsi, sous la pression de la presse, Luc a disparu à l'âge adulte et seules des rumeurs circulent sur sa beauté. Sandra se demandait si Mae n'avait vraiment rien à dire sur le fait de travailler avec un duc de 3e génération, si beau que des photos de lui pouvaient être vendues. De plus, elle considérait le poste de sa secrétaire comme une promotion rapide, elle aimait parler peu de travail et la secrétaire elle-même soupirait que ce serait bien si elle n'était pas licenciée. Baissant la tête, Kenny a ajouté que le directeur exécutif la détestait, le reste des personnes assises à la table étaient choquées par cette nouvelle. Mae Kenny a expliqué qu'elle et Luc Tollé ont rejoint l'entreprise en même temps et ne s'entendent pas immédiatement dans leur caractère, ce qui a contribué à l'émergence d'une hostilité mutuelle. Même si Tollé Jr. et Kenny se détestaient, ils étaient obligés de travailler ensemble. Hank aux yeux verts sympathisait avec le fait que son amie d'enfance devait travailler avec l'ennemi sous un stress constant et lui demandait si elle avait des difficultés pendant la journée. Mais a accepté, mais a déclaré qu'elle recevrait une prime pour ses souffrances, ce qui la maintiendrait au pouvoir. Le frère nommé a soigneusement mis ses mains sur ses épaules et a dit que l'argent c'est de l'argent, mais que la santé est plus importante, et que c'est le problème de Mae, qu'elle fait toujours trop d'efforts. Madame Kenny a promis d'essayer de ne pas se surmener afin que ses amis et sa famille ne s'inquiètent pas. Elle remarqua mentalement que Hank était toujours très amical et que si son nouveau patron était à moitié aussi gentil, elle ne souffrirait pas autant, mais Luc Tollé était dur et toujours en colère. Dès que Mae se souvenait de son patron, des ordres lui venaient immédiatement dans le messager pour des questions urgentes qui surgissaient soudainement, même si la journée de travail était déjà terminée, ainsi que pour demain. Le lendemain matin, Monsieur Tollé Jr. Debout en pyjama dans son appartement, qui lui servait également de bureau à domicile, a réprimandé son assistant pour son retard de 30 minutes. Mae Kenny a présenté des excuses en disant qu'elle était arrivée à l'heure, mais le mot de passe de la porte d'entrée avait été modifié. D'après la réaction de Tollé, il était clair qu'il avait changé le mot de passe exprès. Mais Mae a dû promettre qu'elle s'améliorerait. Elle a également dit qu'elle déplacerait l'horaire à l'heure du retard d'aujourd'hui afin qu'il n'y ait pas de perturbation dans les travaux. Le directeur, en bâillant, a approuvé sa proposition. Kenny a attendu que le patron soit prêt pour le briefing, il a dit qu'il venait de se réveiller, mais qu'il était déjà fatigué. L'assistante était prête pour cette tournure des événements, elle prenait le café du matin avec elle spécialement pour Monsieur Tollé. Le réalisateur a écarté le fait qu'il ne boit que du café à base de grains moulus cultivés dans les montagnes du Kenya, un mélange aromatique, aigre, lourd mais léger. Luc ordonna de verser le café disponible dans l'évier, puis, en bâillant, dit qu'il avait besoin de se reposer aussi longtemps que son emploi du temps avait été retardé. Miss Kenny a dû objecter que le directeur attendait son cousin, le chef du département de planification stratégique, Chester Tollé. Le directeur exécutif a déclaré qu'il n'irait pas à la réunion, mais qu'il s'était levé tôt en vain et a exigé que l'assistant annule son emploi du temps. Ainsi, lors de son 2e jour de travail en tant que secrétaire et pour la première fois depuis 10 ans chez TK Group, la patience de Mae Kenny a atteint ses limites. Elle pouvait difficilement dire qu'elle enverrait d'abord une demande. Quelque temps plus tard, devant Monsieur Tollé dans le bureau du département de production du groupe TK, le secrétaire a rendu compte au patron de la situation dans diverses entreprises réunies par son grand-père en une seule entreprise. L'électronique, le commerce, la construction,
les centres de villégiature est le plus gros casse-tête de Luc, le secteur de la mode. TK Fashion, qui s'appelait Tollé Textile il y a plusieurs décennies, est devenue la fondation de TK Group Corporation, mais en raison de ses mauvais résultats, cette activité est devenue le plus gros casse-tête de TK actuel. Luc demanda furieusement comment améliorer en si peu de temps une entreprise décrépite, autour de laquelle circulaient des rumeurs de vente imminente, et pourquoi c'était lui qui devrait le faire. Il a crié que pendant qu'il travaillait, ce salaud de Chester prenait tout ce qui rapportait de l'argent, et lui laissait un mal de tête qu'il n'avait aucune envie de prendre, et que lorsque l'assistant disait qu'il le devait, c'était comme une gifle dans le dos. Kenny pensait que Tollé Jr. était un problème, pas une personne, qu'il ne semblait même pas avoir envie de travailler, et elle se demandait comment le directeur exécutif allait même mener ses affaires. Je me demandais où était passé cet enthousiaste Luc Tollé du centre de formation. Mais considérait la période d'études au centre comme une série de ses échecs, mais elle manqua néanmoins ce temps, principalement à cause de Tollé, même si elle avait peur de se l'admettre. Beau, majestueux, vêtu d'un costume coûteux, conduisant une voiture de luxe, et en même temps intelligent et proactif, Luc justifiait pleinement le surnom de prince. Et maintenant, il était assis allongé dans le fauteuil du directeur et ne semblait pas du tout désireux de travailler. Le secrétaire lança un regard lubrique, mais en même temps condamnateur, qui montrait également de la nostalgie du vieux Luc. En remarquant cela, Tollé devint embarrassé et en colère. Il demanda grossièrement, avec des obscénités, à quoi Kenny pensait en ce moment. La secrétaire s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur en oubliant de garder son visage, et Luc a poursuivi d'un ton moqueur en se demandant comment se pouvait-il que l'adjoint de Miss Kenny, l'intelligence artificielle idéale du groupe TK, soit debout et regardait son patron. Kenny a dit avec difficulté qu'elle était gênée et que c'était un grand honneur de prendre soin du directeur exécutif, mais dans son cœur elle était offensée, mais aussi heureuse qu'elle continue à être appelée adjointe. Tollé se leva de sa chaise et passa au-dessus de son assistante, sur le point de dire quelque chose d'édifiant, mais s'arrêta net, regardant la vallée de ses seins. Puis il s'approcha et se pencha vers May, jetant un coup d'œil avide sur ses lèvres, le cou et le décolleté de son chemisier, ses propres lèvres entr'ouvertes, il dit d'une voix étranglée que lui et May étaient les deux seuls ici. Mais ensuite il a brusquement continué que c'est pourquoi Kenny aurait dû au moins prétendre qu'elle disait la vérité, s'est retourné et s'est éloigné, sermonnant avec colère à May pour mieux cacher le fait qu'elle n'aimait pas travailler avec lui. Miss Kenny toussa, horrifiée par ce qu'elle avait imaginé. La femme pensait que le patron pourrait l'embrasser, et elle voulait se baiser, mais tout s'est avéré absurde. Brûlant de honte, la secrétaire du département de production doutait que tout s'en sorte. Cadre manufacturier de TK Group, somnolait sur sa chaise de travail lorsqu'il rêvait en détail de sa première rencontre avec le parvenu Kenny au centre de formation, dans le groupe A de la 53e année. Travailleuse et impudente, avec beaucoup d'idées réussies, mais a immédiatement semblé dangereuse à Tollé, même si sa silhouette était correcte, mais elle pouvait s'habiller de manière plus intéressante et être moins impudente. Lorsque Kenny a été déclaré meilleur du parcours, l'ambitieux petit-fils du chef de la société a pensé que cette fois, il perdrait face à la fille qui avait grimpé au sommet, mais que la prochaine fois, il serait le meilleur. Le grand-père a conseillé à l'ambitieux stagiaire de regarder de plus près la jeune fille prometteuse, mais Luc n'allait pas perdre son attention sur elle. De plus, ce parvenu ne semblait pas prêter attention à Tollé Junior et n'appréciait pas ses idées. D'autres filles appréciaient au moins son statut et son apparence. Grand brun aux larges épaules et au torse tonique, petit-fils d'un oligarque et duc de 3e génération, Luc n'a jamais souffert sans l'attention des femmes, même si cette attention n'était pas toujours celle qu'il souhaitait. Les stagiaires du centre de formation le regardaient de loin et murmuraient, riaient gênés, voire s'enfuyaient lorsque Luc remarquait leur intérêt et souriait. Tollé était désagréable que beaucoup de filles ne puissent même pas le regarder dans les yeux normalement, leur regard mouillé au coin de la rue et leur chuchotement était ennuyeux. Un jour, debout dans un couloir vide à la fin de la journée avec une canette de cola frais et se sentant revigoré dans ce silence et avec une boisson rafraîchissante, Luc pensa à quel point il était fatigué après avoir entretenu une image toute la journée. L'intimité du bel homme a été perturbée par le passage de Kenny avec quelques papiers. Son regard sérieux et intéressé était plongé dans ses papiers, ses cheveux chocolat légèrement ébouriffés flottaient dans le courant d'air, la manche longue bleue de l'uniforme d'une stagiaire allait jusqu'à ses yeux gris-bleus. En passant à côté de Luc Tollé, mais le regarda droit dans les yeux, souriant en guise de salutation, son regard semblait affectueux. Sans rien dire, la jeune fille passa devant lui et Tollé sentit immédiatement son humeur aigrie, ce qui parut illogique au jeune homme. Tollé regarda d'abord les fesses soulignées par un pantalon léger, puis les cheveux flottants de sa future secrétaire et pensa à quel point elle était impudente et, en fait, insensible, une aire robotique.
En se réveillant dans le fauteuil du réalisateur, le chef du département de production fut surpris et irrité par son rêve ridicule. Avant d'avoir enfin eu le temps de se réveiller, mais Kenny a fait irruption dans le bureau, malgré les protestations, avec une énorme pile de documents à approuver. Le directeur exécutif s'est indigné de devoir d'abord attendre l'autorisation avant d'entrer. Mais Luke n'eut pas le temps de finir sa phrase lorsque le fantôme de ce vieux maître du centre d'entraînement sembla apparaître devant ses yeux, et ce regard direct et sérieux derrière les énormes lunettes brûla tout simplement Tollé. Mademoiselle Kenny a expliqué son comportement en disant que Monsieur Tollé semblait s'être assoupi et qu'elle ne pouvait plus attendre. Luke a décidé que c'était juste, bien qu'impoli, et a accepté à contre-séure. Le secrétaire apporta pour approbation un rapport sur les activités de la station. Luke fut d'abord étonné par le nombre de documents liés à un sujet aussi simple, puis par la qualité du rapport, presque trop facile à consulter. Le chef du département de production a recommandé à Miss Kenny de tout faire avec modération et a expliqué sarcastiquement que peu importe ses efforts, rien de tout cela ne resterait et personne ne le saurait. D'un ton arrogant, Luke a déclaré que TK Group n'est pas une entreprise qui cessera de travailler sans lui. Mais était d'accord, elle n'avait pas l'intention de s'en prendre à Tollé, ce qui était impossible en raison de ses liens familiaux, même si la secrétaire ne verrait pas d'inconvénient à ce que le directeur décrive son travail de manière positive aux autres. Pour apaiser Luke, mais a commencé à dire à quel point il était irremplaçable, à quel point tous les membres de l'équipe savaient à quel point il travaillait dur et quel honneur c'était pour elle d'aider un tel directeur exécutif. Tollé se demandait si cette parvenue commençait vraiment à l'apprécier, ou si elle faisait juste semblant. Posant sa joue sur sa paume, le directeur général grommela que le secrétaire pouvait partir et qu'il vérifierait à nouveau le rapport plus tard. Miss Kenny est partie en disant respectueusement qu'elle était prête pour les corrections du patron, qui a sévèrement confirmé que des corrections pouvaient être apportées. Resté seul dans le bureau, Luke Tollé est devenu triste, il ne comprenait pas pourquoi cette femme impudente était impolie ou nulle, et c'était dommage qu'elle ne semble pas se soucier de lui. Le cousin de Luke et principal concurrent, le directeur de la planification stratégique Chester Tollé, a accueilli son cousin dans son bureau avec un sourire hollywoodien et un regard colérique. Chester a dit sarcastiquement à Luke qu'il avait entendu parler de sa réticence à travailler et a ajouté que la direction était heureuse que Tollé Jr. soit de retour aux commandes, ce à quoi Luke a marmonné que Kenny avait fait tout le travail. Le ton du cousin aîné devint encore plus sarcastique, mais pour une raison quelconque, son regard s'adoucit. Chester dit que, apparemment, assigner l'adjoint Kenny à Luke était une bonne idée. Tollé Jr. demanda avec mécontentement sous quel prétexte le cousin avait transféré Miss Kenny au poste de secrétaire, s'il avait vraiment trouvé son point faible, puis Luke ajouta que c'était trop de rétrograder l'adjoint et en même temps de le lui affecter comme un boa constrictor. Chester a ri en disant qu'il avait fait des recherches avec le responsable de la publicité ces derniers jours et qu'il avait découvert que les jeunes frères de Kenny étaient des athlètes prometteurs au New York City Speed Skating Club. Luke trouvait étrange de parrainer ceux qui n'avaient pas encore obtenu de réels résultats. Chester s'est penché en arrière sur sa chaise et, en dégustant son thé, a suggéré d'un ton malicieux et mystérieux ce que nous appelons un parrainage potentiel. La cousine cadette a qualifié de méprisable la façon dont le directeur du département de planification stratégique a profité de la faiblesse de l'adjoint de Kenny pour en faire le secrétaire du département de production. Chester sourit en disant que Luke lui-même voulait quitter son emploi et partir à l'étranger, afin qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer. Le directeur de production pensait qu'il ne savait pas grand-chose de son assistante, et tout ce que Tollé Jr. savait auparavant, c'était que ses parents dirigeaient l'ancien restaurant Midcall. Il s'avère qu'elle a des frères plus jeunes et qu'ils font du sport professionnellement, c'est probablement un fardeau. Luke Tollé s'est rendu compte que Miss Kenny ne pouvait pas refuser l'offre soudaine de Saint-Ray et a pensé que son cousin était un incroyable scélérat. Chester a déclaré sarcastiquement que, comme il le pensait, le secrétaire faisait du bon travail avec son patron. Le directeur de la planification stratégique a également noté qu'après en avoir appris davantage sur Madame Kenny, Luke semblait s'inquiéter. Le jeune cousin s'est indigné et a déclaré que cela ne pouvait pas être le cas, pourquoi devrait-il s'inquiéter pour la secrétaire, mais en même temps, il se souvenait de la façon dont ses doigts lui serraient la main lors de la réunion avec le chef. Je me suis également souvenu du regard suppliant auparavant inhabituel des yeux bleus étincelants de Kenny. Il s'est objecté qu'il s'agissait d'une simple grossièreté, que May se comporte toujours comme une machine sans émotion, mais qu'elle assume parfaitement ses responsabilités et que ses manières ne sont que des inconvénients mineurs qui peuvent être tolérés. Par un après-midi chaud et ensoleillé, Luke Tollé avait du temps libre pour se détendre sur un canapé confortable avec une tasse de café aromatique. Mais ensuite les pas bruyants et décisifs de l'assistant se firent entendre. Luke était furieux que cette harpie ne le laisse pas encore se détendre une minute. Miss Kenny est arrivée comme un ouragan,
tenant une tablette éternelle et demandant si le directeur avait bien déjeuné, tout en effrayant son patron avec son apparence trop affirmée et sa voix forte. Sur un ton énergique et professionnel, elle a annoncé le début du briefing de l'après-midi, conformément au programme. Le directeur exécutif protesta, mais le secrétaire ne parut pas entendre, balbutiant quelque chose que Luc ne pouvait pas comprendre, puisqu'il n'était pas encore passé du repos au travail. Dans la voiture, le réalisateur s'est plaint à son chauffeur qu'il avait l'impression de tourner un thriller tous les jours. « J'étais indigné que McKenny, tel un boa constrictor, ne puisse pas laisser une personne seule une seconde avec son éternel approuvé, s'il vous plaît. Dès que le silence tombe, cette renarde fait irruption sans frapper, tout simplement le meilleur suspense de l'année. » Luc a dit que rien qu'au bruit de ses pas au loin, son cœur se met à battre et il devient fou. Il était indigné d'être le patron de May, alors pourquoi aurait-il peur d'elle? Ce à quoi le chauffeur Kemp a poliment souri en lui disant qu'il s'agissait de Miss Kenny, elle est toujours passionnée par son travail. Tollé a également souri avec lassitude et a dirigé pour la 3e fois le chauffeur dans le même cercle, il ne voulait pas du tout retourner au bureau ni apparaître en public. Les cernes sous les yeux, Tollé s'est plaint à Kemp que ce n'est qu'ici, dans la voiture, qu'il pouvait reposer calmement son âme, ce à quoi le conducteur flatté a répondu poliment qu'il était heureux d'essayer. Le téléphone sonna, c'était McKenny. Luc commença à s'opposer, mais n'eut pas le temps de terminer sa phrase avant que l'assistant ne réponde au téléphone. Ensuite, le patron a tranquillement ordonné de dire qu'il n'était pas là, mais le secrétaire a tout entendu. Elle s'est adressée directement à Tollé, lui disant qu'elle savait qu'il n'avait rien à faire en dehors de son emploi du temps, ce à quoi Luc a répondu avec horreur qu'il avait beaucoup à faire. L'assistante a demandé si la directrice générale pensait qu'il y avait quelque chose qu'elle ignorait à son sujet et a répondu qu'une montagne de travail s'était accumulée. Elle a demandé si Luc pouvait revenir rapidement, ce à quoi il a crié qu'il était occupé. L'assistante a reconnu que, bien sûr, M. Tollé était occupé et a dit qu'elle l'attendrait jusqu'à son retour. Mais a pleuré que le directeur irresponsable était arrivé bien plus tard que la fin de la journée de travail. Sandra soutenait son amie souffrante lorsqu'Hank est arrivé, mais était ravie et lui a demandé s'il venait juste après le travail. Hank a confirmé et a dit qu'il voulait venir rapidement. Sandy a noté que son frère était arrivé juste à temps, le coursier venait d'apporter de la nourriture du restaurant des parents de May, elle voulait vraiment manger les plats d'accompagnement de sa mère, Hank a souri et a dit qu'il ne fallait pas manquer cela. Mais voulait nourrir son ami correctement, mais il a dit qu'il essaierait simplement. Mais a rétorqué que sa mère envoie toujours de la nourriture en pensant à Hank, alors laissez-le bien manger. Hank a exprimé sa gratitude. Après avoir mangé, l'homme a remarqué des paquets et des sacs et a demandé à May si elle allait quelque part. Puis il réalisa que sa sœur avait un rendez-vous demain. Sandy a été choquée par les connaissances de son frère et a demandé comment Hank savait où elle allait si elle ne le lui disait pas. Il s'est avéré que le gars avec qui le rendez-vous était prévu, le fils du directeur de l'hôpital J, le camarade de classe de Hank à l'école primaire, il venait de s'appeler il y a 3 jours par messagerie instantanée. Le problème était que May devait avoir un rendez-vous, mais ni Hank, ni surtout son camarade de classe, qui n'avait jamais vu Sandy en personne, n'avait besoin de le savoir. Le fils du directeur de l'hôpital a appelé le frère de son supposé homologue pour lui demander s'il avait fait quelque chose de mal parce qu'il pensait que Sandy lui parlait durement, mais en fait c'était May qui faisait le ménage. En réponse aux questions de sa sœur sur la conversation avec son camarade de classe, Hank a répondu qu'il qualifiait Sandy d'élégante et jolie, et lui avait demandé de lui parler un peu d'elle, et son frère a dit à son camarade de classe que Sandy aimait le restaurant français de l'hôtel M. Mais était horrifiée, elle était consciente de ses problèmes de communication et n'était pas particulièrement intéressée par les vêtements, mais maintenant elle devait faire semblant d'être jolie et élégante, et elle était un peu envieuse qu'il parle de son amie comme ça. Sandy a ri et a renvoyé son frère chez lui sous prétexte qu'il était temps d'aller se coucher. Hank a été surpris, mais n'a rien demandé, a seulement demandé à May de dire à sa mère merci pour le délicieux dîner. Mais était en colère contre son amie pour l'avoir mise dans cette situation, et contre elle-même pour l'avoir acceptée. Sandy a essayé de la calmer, lui promettant que tout se passerait bien. Mais May doutait de ses paroles, elle ne croyait pas la jeune fille. 3 jours avant le dîner avec Hank, les amis discutaient simplement du lieu où le rendez-vous devrait avoir lieu. Sandy a suggéré avec insistance un restaurant français à l'hôtel M, mais s'est plainte que c'était un endroit ordinaire pour manger et que les prix étaient trop élevés, et May n'était pas aussi fan de la France que son amie. Sandy a convaincu May que l'hôtel M avait une bonne ambiance, mais se demandait comment cette atmosphère pourrait l'aider à rencontrer un homme au lieu d'un ami. Mais elle a supplié May de l'aider,
car c'était le soir du rendez-vous que devait avoir lieu le dernier concert de son groupe pop préféré avant que ses membres ne soient enrôlés dans l'armée. Sandy ne pouvait pas manquer un tel événement, d'autant plus qu'il était si difficile d'obtenir des billets, mais sa mère a insisté pour avoir un rendez-vous avec le fils du directeur de l'hôpital et a promis qu'elle ne harcèlerait pas sa fille pendant 6 mois. Sandy a juré que si May sortait avec elle à sa place, elle ferait le ménage, la cuisine et la vaisselle de May pendant 1 an. L'amie a répondu que ce n'était pas nécessaire, mais qu'elle n'irait que si le rendez-vous ne durait pas plus d'1 heure. Désormais, Sandra Locke, rédactrice en chef d'un magazine de mode avec 8 ans d'expérience, devait habiller son amie d'enfance pour que son homologue ne se doute de rien et pour qu'elle ait en principe l'air décente lors d'un rendez-vous. Mais ne s'intéressait pas à la mode, portait le même costume de haute qualité mais obsolète pendant 10 ans, et pendant son temps libre, elle cachait sa silhouette athlétique derrière des t-shirts amples et pouvait facilement se promener dans la ville en pantalon de survêtement et en tom. Elle se demandait comment elle pouvait prétendre être une experte dans le domaine de la mode si elle n'y comprenait rien du tout. Mais Sandy a promis qu'elle ferait de May une copie parfaite d'elle-même. Mieux encore, il fera une toute nouvelle May Kenny. Le jour de la rencontre promise avec le fils du directeur de l'hôpital J, ainsi que du concert du groupe préféré de Sandy, elle a commencé à préparer son amie pour un rendez-vous. Mais a essayé de s'y opposer, mais Sandy lui a rappelé qu'ils étaient déjà d'accord il y a longtemps et que maintenant le refus était inacceptable. Au son de la musique provenant du lecteur, Sandra a joyeusement entraîné son amie à se transformer. En même temps, j'ai décidé de faire une vidéo, comme les blogueuses beauté, et j'ai annoncé May comme mon invité spécial. May était gênée, mais Sandy l'a convaincue que c'était amusant et lui a rappelé qu'elle maquillerait son amie de toute façon, avec ou sans vidéo. En commençant par les produits de soins, Sandra a présenté une émulsion bio pour peau sensible et un tonique apaisant à l'effet éclatant. Sandy a fait l'éloge de la peau de May, continuant d'appeler son amie son invité et a répondu aux objections du sujet du test selon lesquelles il s'agissait d'une sorte de jeu de rôle de maquillage. La rédactrice en chef d'un magazine de mode et une nouvelle blogueuse beauté passaient des bouffées et des pinceaux sur le visage de son amie, ombrageant quelque chose. Comme une artiste, elle a peint un nouveau mois de mai. Une fois le maquillage terminé, Sandra Locke a permis à son amie de se regarder dans le miroir. Étonnée, May regarda le reflet et ne parvenait pas à croire que c'était elle. Sandy a annoncé que May admirait très tôt que ce n'était pas encore la fin, car elle devait encore choisir une tenue. À cette époque, la luxueuse voiture de Luc Tollet, qui était censée participer à une réunion de camarades de classe du primaire, se rendait à l'hôtel M. Le chauffeur Kemp a gentiment ouvert la porte et a souhaité au patron un bon moment. Luc le remercia, mais il ne voulait vraiment pas perdre sa journée à rencontrer des gens qui ne l'intéressaient guère. Sur le chemin du bar lounge où devait avoir lieu la réunion, Luc remarqua une femme sportive aux cheveux bruns en jupe plutôt courte. Il ne vit pas le visage de la jeune fille et ne comprit donc pas qu'il s'agissait de May Kenny. Mais se tenait à l'entrée du restaurant et regrettait d'être à l'heure, car elle espérait raccourcir le rendez-vous en étant en retard. Elle n'a pas remarqué Luc Tollet. Le restaurant s'est avéré très beau, la nourriture était également savoureuse, même si, de l'avis de Kenny, cela ne valait pas l'argent demandé. Le fils du directeur de l'hôpital J, le docteur Chuck Chaussé, s'est avéré être un homme d'âge moyen, petit et légèrement coincé, fier de son statut, mais maladroit dans ses relations avec les femmes. Il a annoncé à May qu'il pensait être Sandra Locke, qu'il s'attendait à ce qu'elle soit beaucoup plus petite, mais il aimait qu'elle soit grande et très belle, mais était flatté. Chuck essaya d'entamer une conversation, demandant à son homologue si elle aimait la cuisine, mais rigola maladroitement. En fait, elle avait peur que de la nourriture entre dans sa bouche parce qu'elle n'était pas habituée à porter des lentilles de contact au lieu de lunettes. 50 minutes du rendez-vous étaient déjà passées, mais regarda tristement l'heure sur son téléphone et se rassura qu'il ne lui restait que 10 minutes pour tenir le coup. Le médecin a été surpris que le support de téléphone de la pseudo-Sandra soit celui d'un enfant, avec une photo d'un chien de dessin animé. Mais dans l'ensemble, il souhaitait poursuivre la réunion et suggéra à May de se rendre au bar lounge situé au dernier étage de l'hôtel. Chuck avait entendu dire que le salon était célèbre pour son cocktail New York Night et qu'il était fantastique de profiter de la vue nocturne que son nom suggère tout en buvant une délicieuse boisson. May a répondu qu'elle aimerait visiter ce bar, mais que, malheureusement, elle doit travailler tôt demain. En entrant dans les toilettes, la femme a expiré de soulagement que le rendez-vous soit terminé, mais maintenant elle voulait se débarrasser des lentilles qui lui faisaient mal aux yeux et des chaussures inconfortables. Et en général, May était très mal à l'aise d'une manière inhabituelle, il lui semblait que ses cheveux lui tombaient dans les yeux et que diverses fibres collaient à sa nouvelle veste gris-bleu. Mais il était dommage de ne pas utiliser le bon offert par Sandy pour un hébergement à l'hôtel M, qui comprenait le petit déjeuner et les cocktails, et ce bon n'était pas remboursable. Mais hésita car elle devait vraiment être au travail tôt le lendemain. Mais la beauté éblouissante de l'hôtel et l'hébergement payant ont pris le dessus,
Miss Kenny a décidé qu'elle avait été si fatiguée ces derniers mois qu'il était temps de se reposer. À cette époque, Luke Tolley buvait du vin au bar-salon en compagnie d'anciens camarades de classe, et ils l'ont interrogé pour savoir s'il avait acquis un être cher. Tolley était en colère contre les questions posées, et ses amis d'enfance riaient lorsque le secret Luke parlait d'amour et de combien de temps il allait rester célibataire. Luke se sentit agacé, il réalisa soudain qu'il était vraiment tout seul, mais continua de croire que cela ne regardait pas ses interlocuteurs. Ses camarades de classe continuaient de demander, peut-être qu'il avait déjà en tête la fille d'un professeur. Luke a dit non et s'est demandé pourquoi tout le monde était si intéressé par sa vie personnelle. Les interlocuteurs ont ri, considérant comme une drôle d'invention que le duc de 3e génération, âgé de 34 ans, n'ait jamais eu de relation. L'un des camarades de classe a suggéré en plaisantant de boire et de prier pour Luke Tolley, éternellement seul, les autres ont accepté et ont trinqué. Luke écoutait les rires sur la façon dont il se remarierait un jour et sur la façon dont les autres voulaient le voir sortir avec lui, et pensait que ses camarades de classe s'amusaient trop. Tolley but une gorgée dans un autre verre, puis son regard tomba sur des jambes gracieuses chaussées de chaussures élégantes. Après avoir admiré les jambes, l'homme regarda plus haut la silhouette vaguement familière, s'attarda tour à tour sur la taille fine, la poitrine, les clavicules pointues, le col de cygne, arrivé au visage, fut abasourdi. Mais Kenny est passé devant Luke Tolley avec sa démarche facile dans une jupe courte, une veste moulante et un maquillage de soirée. En écoutant le bruit des pas de la belle s'éloignant de lui, Luke Tolley hésita si c'était vraiment Kenny, ou juste son imagination. Il soupçonnait qu'il avait dû devenir fou, car pourquoi sa secrétaire serait-elle dans le bar-salon maintenant? Pour vérifier si May y venait de le croiser, Luke lui a envoyé un message pour qu'elle vienne à son bureau à domicile lundi à 8 h. Immédiatement, un signal de message entrant a été entendu et la grasse en jupe gris-bleu a sorti le téléphone. Y était attaché le même pop-socket de May avec ce stupide chien. Il y a quelques jours à peine, Monsieur Tolley s'est indigné que ce support soit trop sale et qu'il était temps de le jeter. Le patron a à peine eu le temps de penser qu'il n'y avait probablement personne d'autre que Kenny qui pourrait porter une chose aussi sale, lorsqu'il a reçu un message de réponse de la secrétaire lui indiquant qu'il serait là à l'heure convenue. Il était évident pour Luke que la réponse arrivait dès que la femme élégante qui ressemblait à May touchait le téléphone. Tolley regarda avec confusion son assistant transformé, ce qui fut immédiatement remarqué par l'un de ses anciens camarades de classe. Un ami d'enfance a annoncé que Luke ne pouvait pas quitter des yeux la belle assise près de la fenêtre d'en face. D'autres ont également remarqué l'apparence mannequin de la jeune femme et ont ri en disant que c'était le coup de foudre. Tolley s'est indigné, affirmant que cela n'avait aucun sens et que la femme à la fenêtre ressemblait simplement à son amie. Par curiosité, a décidé d'essayer le cocktail dont Chuck Chaussé lui avait joliment parlé, d'autant plus qu'elle ne se souciait pas de rester à l'hôtel pour la nuit. La femme prévoyait de ne boire qu'un cocktail et espérait que la nuit new-yorkaise lui remonterait le moral. Elle sirota lentement la boisson vraiment délicieuse, appréciant la musique live, l'ambiance et admirant son propre reflet dans la fenêtre de nuit. Mais la solitude détendue fut interrompue par l'approche inattendue du docteur Chaussé, qui lui dit qu'il était sur le point de prendre un verre seul, mais qu'apparemment c'était le destin de rencontrer la femme qu'il considérait comme Sandra. Chaussé a noté que Pseudo Sandy avait commandé un cocktail qu'il avait recommandé, et qu'il semblait vouloir la traiter comme les autres, mais se sentait piégé, incapable de boire plus d'un verre. En attendant la carte du bar, Chuck parlait sans cesse de choses qui n'intéressaient pas May, et elle ne savait pas comment réagir, elle ne voulait pas exposer son amie ni en étant impolie envers Chaussé ni en admettant qu'elle n'était pas Sandra. Luke Tolley regardait May et son compagnon depuis son canapé pendant que leurs camarades de classe se préparaient à quitter le bar-salon. Le petit-fils de l'oligarque a remarqué que l'homme assis à côté de May n'était pas son petit ami et qu'elle était accablée par sa compagnie. Chuck a commandé plus de boissons. Il a entendu dire que Sandy Locke est une maniaque des cocktails et que, lorsqu'il vient au bar, il boit 3 verres à la fois. Aussi, le fils du directeur de l'hôpital, gêné, a admis qu'il avait lu tous les articles de Sandra, il semblait qu'il avait déjà imaginé mentalement Sandy comme sa femme. Mais était triste d'avoir manqué le fait que son ami d'enfance avait des vacances tous les jours et a décidé qu'il serait préférable de tout boire rapidement et d'envoyer quand même Chuck, mais elle n'a pas réalisé que les cocktails seraient si forts. Pendant que May, les yeux fermés, buvait verre après verre et s'enivrait, Chuck Chaussé lui racontait l'histoire des cocktails, qu'il lui enseignait toute la nuit. La pseudo-Sandra était déjà assez ivre lorsque son homologue a reçu un appel de son ancien camarade de classe et frère de la vraie Sandy. Chuck rapporta joyeusement à Hank qu'il était avec sa sœur, plaisanta en disant que son frère avait peur pour son plus jeune et demanda avec mécontentement si Hank était vraiment près de l'hôtel et viendrait maintenant. Le médecin a murmuré qu'il allait emmener Sandra lui-même, mais il a dû accepter que son frère aîné le fasse.
Arrivée à la place de Sandy et ne pouvant plus s'asseoir droite à table, mais Rougie réalisa qu'elle devait partir avant l'arrivée de Hank, mais elle fut envahie par la faiblesse, et en plus, elle ne savait pas comment mettre fin poliment à une conversation ou refuser poliment les offres. Chuck s'est excusé d'avoir parlé au téléphone avec son homologue, lui a rappelé qu'il lui restait encore un cocktail et lui a recommandé de le boire plus lentement. La femme était heureuse que ce soit le dernier verre et prit la décision imprudente de le boire d'un seul coup, pour ne pas trop se brûler et mettre fin au rendez-vous rapidement. Chuck Chaussé a souri en disant que, apparemment, la belle boit bien, tandis que tout nageait et tournait sous les yeux de May. Chuck remarqua que la femme se sentait mal et proposa son aide. May a répondu qu'il était temps pour elle de partir, s'est levée avec difficulté et a failli tomber. Chuck a dit qu'elle avait juste besoin de s'asseoir tranquillement et d'attendre Hank, qui viendrait la chercher. Miss Kenny percevait à peine les paroles de Chaussé, elle voyait double, et elle ne pouvait pas se tenir debout. Chuck dut serrer May un peu dans ses bras pour l'empêcher de tomber. Le fils du directeur de l'hôpital a déclaré que celle qu'il croyait être Sandra Locke avait trop bu et avait besoin de s'asseoir et de se reposer, tandis que May essayait d'aller dans sa chambre. Chuck Chaussé a entendu un cri de colère, c'est Luke Tolley qui s'est approché, habitué à donner des ordres, d'une voix colérique dans laquelle se faisaient sentir des notes de jalousie, a ordonné de ne pas donner la patte à une personne qui n'en voulait pas. Le docteur Chaussé a eu peur et s'est empressé d'expliquer qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, mais Luke a dit durement qu'il était assis à proximité et a vu comment Chuck avait forcé son interlocuteur à boire de l'alcool. Avec les mots qu'il n'était pas un gars étrange et n'avait aucune intention diffamatoire, a commencé à chercher une carte de visite dans ses poches, pour cela il a dû lâcher May, et elle est tombée juste au-dessus de son directeur et a ri stupidement. Tolley, sans détourner le regard, regarda les cheveux brillants de la secrétaire, son rougissement enivré, ses yeux et ses lèvres mouillées, et lui serra les épaules, essayant de l'aider à se redresser. Lorsque May put relever la tête et redresser le dos, s'appuyant désormais sur Luke non pas avec son front, mais avec ses seins juteux, son profond décolleté apparut devant le regard carnivore du macho, et elle-même leva les yeux et reconnut son patron. Luke lui-même n'a pas compris pourquoi il avait peur lorsque la secrétaire l'a reconnu et l'a appelé par sa position. Il était difficile de détourner le regard des traits séduisants de May, mais les yeux du jeune duc commencèrent à nager. Rougissant et se mordant les lèvres, Luke se détourna, ôta sa cape et la jeta sur le décolleté de May, lui disant de se couvrir. Une femme avec un manteau jeté sur le devant marmonna quelque chose. Tolley lui demanda brusquement de quoi elle parlait. Elle n'a pas immédiatement compris de quoi elle parlait, mais elle a ensuite commencé à parler de certains documents destinés au briefing, dont on ne savait pas où ils étaient allés. Baissant les yeux et essayant de libérer ses mains de sous sa cape, mais rougit et échevelé marmonna des excuses, Luke, debout à côté d'elle avec les yeux exorbités, pensa qu'elle était complètement folle. Dans un délire alcoolique, la secrétaire cherchait les documents de paiement manquants et l'assistant Kemp, tenant May par les épaules, Tolley criait après Chuck Chaussé pour lui avoir versé beaucoup d'alcool, le médecin essayait de s'excuser. Il a finalement trouvé sa carte de visite, l'a remise au directeur exécutif de TK Group et lui a expliqué qu'ils avaient un rendez-vous, et a également assuré qu'il n'avait aucune intention méchante. En lisant la carte de visite du médecin de l'hôpital général universitaire J, Tolley est devenu confus et Chaussé a déclaré avec colère que c'était Luke qui était intervenu grossièrement et a demandé à savoir qui il était pour intervenir si grossièrement. Le petit-fils de l'oligarque s'est mis en colère, mais n'allait rien expliquer, il a juste crié qu'il était un collègue de travail de Miss McKenney. Chuck Chaussé était confus et Tolley Jr. a une fois de plus confirmé qu'il était un collègue de la femme avec qui Chuck avait un rendez-vous, mais a essayé de faire valoir que Luke était son supérieur immédiat, mais elle n'a rien pu dire de significatif. La cape de réalisatrice, jetée sur son buste luxuriant, glissa et finit par terre, révélant à nouveau sa forme séduisante. La femme essaya, mais ne parvint pas à la soulever. Le patron lui a dit d'oublier la cape et s'est assis derrière, ajoutant qu'il était très en colère. Luke Tolley voulait gronder son subordonné directement dans le bar-salon, mais, levant les yeux, il s'arrêta net. Mais aussi était capable de s'accroupir maladroitement, et maintenant ses seins étaient directement devant les yeux de Tolley, et sous sa jupe courte, en plus de ses magnifiques jambes, ses sous-vêtements étaient visibles. Se mordant les lèvres et tirant sur ses cheveux, le secrétaire éméché attrapa l'ourlet de sa cape et marmonna qu'il était là. Au grand horreur de Luke Tolley, à l'embarras de Chuck Chaussé et au rire des autres visiteurs du bar lounge, l'irréparable s'est produit. Lâchant sa cape et essayant maladroitement de se redresser, la femme ivre se figea d'abord presque érotiquement dans une position à moitié courbée, mettant de côté ses jolies fesses, puis gâcha bruyamment l'air et soupira de soulagement. Luke a attrapé May par les épaules, l'a secouée, puis, sans cérémonie, l'a enveloppée dans la cape, tout en criant à McKenney de reprendre ses esprits et de tout voir.
Le réalisateur, rouge comme un homard, s'indignait de la raison pour laquelle son assistant buvait autant, tandis que l'idée ne pouvait lui sortir de la tête qu'il y avait beaucoup d'idiots dans le monde qui pouvaient profiter d'une femme faible et folle. Il était impossible de comprendre exactement ce que May avait réalisé et si elle s'en rendait compte, mais elle a commencé à s'excuser dans un langage embarrassé auprès du chef qui la tenait par les épaules. Chuck, chaussé en colère, est intervenu. Il voulait vraiment savoir qui était May Kenny et quel genre de collègue de travail elle était, qui la secouait comme un sac ou la serrait dans ses bras. Hank, arrivé à temps, a expliqué que May était la meilleure amie et colocataire de sa sœur. Chuck a commencé à s'indigner de la raison pour laquelle une autre femme était venue à un rendez-vous à la place de Sandra, et Hank, à son tour, a essayé d'obtenir une explication du médecin sur la façon dont May était si ivre. En écoutant leur querelle, Tolley Jr. passa son bras autour des épaules de Kenny assoupi, sa tête appuyée sur sa poitrine athlétique. Luke essayait de comprendre qui était ce Hank et pourquoi diable il défendait May comme ça. Après le départ de chaussée, Hank Locke s'est approché du PDG, s'est excusé pour ce qui s'était passé et s'est présenté, expliquant qu'il était le nouveau consultant juridique pour la production de TK Group. Tolley a regardé le nouvel employé de la société, essayant de comprendre quel genre de personne il était et quel genre de relation il entretenait avec son assistant. Enveloppé dans la cape du patron, mais marmonna de manière incohérente et essaya de regarder la personne qui s'était approchée, ses yeux nagèrent et se dédoublèrent. La femme a reconnu le frère nommé plus tôt par sa voix, a eu peur de la raison pour laquelle il était ici, puis a commencé à se rappeler que Hank était censé venir et qu'elle-même voulait s'enfuir avant son arrivée, mais qu'elle était déjà trop ivre. Kenny s'est rendu compte que depuis que le frère de Sandy a vu qu'elle avait envoyé son amie à un rendez-vous au lieu d'elle-même, la rédactrice en chef du magazine de mode se trouvait désormais dans une position difficile. En désespoir de cause, elle a cogné son front contre le dos du directeur exécutif choqué et lui a attrapé le bras. Luke était surpris et nerveux, comme il l'était alors, lors de la rencontre avec son grand-père, il se mordit involontairement les lèvres et son visage était couvert de rougeur. Hank s'est excusé pour sa petite amie ivre et a promis de prendre soin d'elle, ce qui a provoqué l'indignation de Luke. Poussant May derrière son dos et baissant la tête comme un taureau, le duc annonça que cette femme était sa subordonnée et qu'il ne pouvait pas la confier à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et exigea également que Hank explique sa relation avec May. La question était désagréable pour le nouvel avocat du groupe TK, car il essayait depuis longtemps de réprimer son attirance pour son ami d'enfance. Mais Hank se ressaisit et dit avec un large sourire que lui et May se connaissaient depuis l'enfance et se traitaient comme un frère et une sœur. Le frère aîné nommé a serré May dans ses bras, a promis qu'il ne dirait rien à Sandy et que tout irait bien, a grondé son ami, qui avait du mal avec l'alcool, et lui a demandé combien elle buvait. May a répondu que c'était 3 verres d'affilée et encore du champagne, elle avait oublié son premier cocktail. Avec un regard sans défense, la femme a demandé si son frère allait la gronder. Le directeur qui se tenait à côté d'elle était surpris que l'assistant puisse faire une telle expression faciale. Hank s'est excusé auprès du jeune duc et a promis de se présenter officiellement la prochaine fois, et il voulait également rendre sa cape au patron. Luke a refusé et a personnellement boutonné la cape sur la subordonnée à l'air sans défense, lui disant de la rendre demain. Le ressentiment et la jalousie brillèrent dans le regard de son ami d'enfance, mais il put remercier Tolley pour ses soins. Après avoir serré la sœur nommée dans ses bras, Hank Locke a promis de la ramener à la maison, ce qui a alarmé et indigné le patron. Mais, d'une voix trouble, a déclaré qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle, qu'aujourd'hui elle dormait à l'hôtel pour améliorer son humeur et a essayé de se souvenir du bon étage. Hank a accepté qu'il l'emmènerait dans la chambre. Indigné, Luke attrapa brutalement son subordonné par le bras et lui demanda sèchement pourquoi diable il emmènerait May dans la pièce si elle n'était pas sa petite amie. Hank fut d'abord surpris, puis sourit et demanda s'il pouvait emmener sa secrétaire dans la pièce. Retenant un sourire ironique, l'avocat a expliqué que lui et May n'avaient pas une telle relation, la tenant par les épaules, l'a conduite à l'ascenseur. En se réveillant dans son élégant appartement en acier doté de hauts plafonds et d'un lustre design excentrique, le jeune millionnaire Luke Tolley, duc de Stanningham de 3e génération, a rappelé les événements de la soirée précédente. Frottant ses yeux endormis et plissant les yeux à cause du soleil qui tombait par la fenêtre, le petit-fils du magnate le plus influent du pays ne pouvait pas comprendre s'il avait rêvé de la déesse de la beauté d'hier, ou si c'était la réalité. Pour la réalité, elle se comportait trop bêtement et en même temps était trop touchante et sans défense, une invitée d'une réalité parallèle, mais avec un visage familier depuis longtemps. Luke se rendit compte qu'hier, il avait rencontré l'adjointe Miss May Kenny, habillée et ivre de manière inhabituelle, ou plutôt, depuis plusieurs jours maintenant, qu'elle était sa secrétaire et son boa constricteur personnel. Dans le bar-salon, elle avait l'air plutôt très gentille, ou peut-être qu'il le pensait parce qu'il avait lui-même bu quelques verres, mais ses jambes sont bonnes,
elle a besoin de les montrer plus souvent, mais elle a besoin de boire moins, surtout en compagnie de des hommes étranges. Debout dans la salle de bain avec seulement une serviette, le bel homme athlétique s'est lavé le visage à l'eau froide pour reprendre un peu ses esprits. Hors de sa tête, il y avait le gars qui se présentait comme un ami d'enfance et presque le frère de Kenny, mais qui la regardait loin d'être comme un frère et l'attrapait avec ses mains viles. Luke s'est rappelé qu'il se disait nouvel avocat dans le département de production et a décidé de voir quel genre d'avocat il était, tout en pensant qu'il était temps de mettre à jour les listes d'employés et de faire personnellement connaissance avec les nouveaux gars. Tollé était ennuyé par la façon dont cet impudent, soi-disant ami d'enfance, a serré Kenny dans ses bras et l'a également emmené dans la chambre d'hôtel. Que pouvait-il faire d'elle là-bas, où ils dormaient ensemble depuis longtemps, mais pourquoi alors appelle le frère? Également ce regard moqueur avec lequel Hank Locke a demandé à son patron s'il serait normal d'emmener sa secrétaire dans la pièce. Luke pensa avec colère qu'au fait, il était responsable de ses subordonnés, donc s'assurer que la secrétaire était bien vivante dans sa chambre serait tout à fait normal. Bien que, d'un autre côté, qui est-elle pour s'inquiéter autant pour elle, si la frénésie de Kenny interfère avec son travail, il peut alors la licencier, et le reste ne le regarde pas. Après s'être habillé et s'être examiné dans le miroir, l'imposant brun vêtu d'un costume coûteux et bien ajusté et d'une montre d'élite a pensé que la relation de la secrétaire avec un avocat n'était pas quelque chose dont il avait besoin de s'inquiéter. À 8h moins 10, le directeur du département de production montait dans sa voiture, au moment où Kenny s'approcha de lui. Tollé avait complètement oublié qu'il lui avait ordonné de venir à son bureau le matin. La secrétaire salua le patron, comme d'habitude, avec politesse et réserve, et ne semblait se souvenir de rien des événements de la veille. Luke était ennuyé et bouleversé que May agisse comme si de rien n'était et comme si la matinée avait vraiment été bonne pour elle. En plus, elle avait l'air bien reposée et n'avait pas la gueule de bois. Tollé pensa avec indignation qu'il ne voulait même pas regarder le visage impudique de son assistante, et qu'il ne voulait pas non plus entendre sa voix impudente, et aussi que Kenny l'énervait trop souvent. Au début de la pause déjeuner, la secrétaire a poliment frappé à la porte du bureau du directeur, sans attendre de réponse. Elle est entrée, essayant de ne pas trahir sa peur et sa honte. Le directeur était assis sur le bord de la table du bureau et regardait pensivement par la fenêtre, son visage était en colère et triste. Essayant de paraître joyeux, Kenny rapporta que le déjeuner de Monsieur Tollé était prêt. Le directeur regarda son subordonné avec méfiance, fit une pause, puis répondit qu'il n'avait toujours pas d'appétit. Luke a également ordonné d'annuler tout le programme d'aujourd'hui en raison de sa mauvaise santé, ce à quoi May a répondu qu'elle remplirait tout. En sortant du bureau du patron, Miss Kenny s'est accroupie près de la porte et a enfoui son front dans un dossier contenant des documents. Elle avait chaud et son cœur battait à tout rompre. Mais n'a jamais rendu la cape, mais elle avait peur même de penser à entamer une conversation sur les événements de la soirée passée, même si dans son esprit la secrétaire se réprimandait pour le comportement d'hier et se disait folle. Rougissant de honte, Miss Kenny se demanda si elle devait faire comme si elle ne s'en souvenait pas ou s'excuser. D'après l'expression du visage de Luke Tollé et le ton de sa voix, il semblait qu'il ne voulait même pas voir son assistante, et elle avait peur d'attirer l'attention du manager. Le directeur du département de production du groupe TK n'a pas immédiatement quitté le bureau après la fin de la journée de travail. Montant dans la voiture, il a ordonné au conducteur de simplement conduire en premier. Dans la voiture, le jeune duc appuya son front contre la vitre latérale teintée. Il était en colère et déprimé que l'assistant ne montre aucune honte devant lui, ne pense même pas à s'excuser et ne rende pas la cape. Il semblait que Kenny ne se souvenait de rien de la soirée précédente, y compris de Luke et de ses tentatives pour défendre son honneur, et elle avait oublié la cape à qui elle appartenait et l'avait laissée à l'hôtel, mais elle avait probablement passé une nuit intéressante avec l'avocat. L'adjoint Kemp a proposé d'emmener Monsieur Tollé au bord de la rivière et a suggéré que cela l'aiderait à se rendre dans un endroit ouvert et à prendre l'air. Luke se demandait s'il avait vraiment l'air si mal. Le chauffeur a dit qu'il avait remarqué que Monsieur Tollé l'appelait quand il voulait être seul et qu'il avait trouvé un endroit où le directeur exécutif pourrait se sentir mieux. Luke était perplexe, il ne s'attendait pas à ce que le chauffeur Kemp soit si vif d'esprit. Tollé se sentait mal à l'aise que l'assistant puisse en savoir plus qu'il ne le devrait et décider quelque chose dans le dos du manager. John Kemp s'est exclamé avec surprise que Miss Kenny courait le long de la berge, et a ajouté qu'il n'y avait probablement rien de mieux que de courir le long de la berge la tête vide. Luke ne s'attendait pas du tout à ce que sa secrétaire fasse également du sport. Kemp a confirmé que le sport est le passe-temps de Miss Kenny et qu'elle court environ 10 km à la fois. Tollé Jr. respectait même son employé pour ses activités sportives, malgré un emploi du temps aussi chargé. Dans le même temps, Luke a finalement compris comment une femme aussi ennuyeuse et démodée, même à en juger par la pop socket, était sale avec des intérêts enfantins et avait une silhouette si intéressante.
Mae Kenny a confirmé de toute son apparence qu'elle aimait le sport, les leggings serraient étroitement ses cuisses fortes et ses fesses serrées, le haut sous son coupe-vent de sport ouvert exposait ses abdominaux séduisants. Tollé était en colère contre Mae et contre lui-même, il ne suffisait pas de se laisser emporter par ce boa constrictor, d'ailleurs impudent et sans vergogne, de basse origine. Luke a exprimé son irritation sur le conducteur, criant que, honnêtement, c'était bruyant, et pouvait-il conduire en silence. Kemp s'est excusé, mais il ne semblait pas qu'il se sentait vraiment mal à l'aise. Tollé Jr. est arrivé au manoir familial de son grand-père alors qu'il faisait presque nuit, et le coucher de soleil faisait tout tourner dans des tons pourpres, il y avait une lumière vive dans les fenêtres du manoir et les lanternes du jardin brillaient tout aussi brillamment. Un léger dîner de famille a été servi dans le luxueux salon couleur sable du rez-de-chaussée, avec Luke, Chester et la sœur cadette de Luke, Suzanne, assis sur un ensemble rembourré d'élite à une table basse. Ironiquement, mais affectueusement, en regardant son frère, la sœur se demandait ce qui s'était passé, qu'il daignait participer au dîner avant, il trouvait toujours des excuses pour son absence. Luke a dit avec offense que Suzanne avait parlé comme s'il était le seul à manquer quelque part et a demandé à son cousin pourquoi il était également venu à Saint-Ray. Chester a déclaré avec un sourire qu'il était fiancé à sa petite amie, Ursula, et qu'il voulait en même temps voir son grand-père non seulement pour des raisons familiales, mais aussi pour discuter des affaires de l'entreprise. Suzanne a exprimé sa joie face aux fiançailles de son cousin et l'a félicité, disant qu'il était cool. Luke a ri en entendant sa sœur dire cela comme si Chester avait fait quelque chose de grand. En réponse, Suzanne a cité en plaisantant la presse tabloïde disant que Chester Tollé choisissait les relations plutôt que les entreprises, et a commencé à faire l'éloge de son cousin, en disant à quel point il était incroyablement romantique. Chester était flatté et embarrassé, et Luke dit avec irritation que c'était comme si sa sœur avait vu l'amour pour la première fois depuis un siècle. Suzanne a commencé à se moquer de son frère, qui n'avait travaillé que toute sa vie et n'était jamais tombé amoureux, disant que son âme brûlait de chagrin. Luke a demandé à sa petite sœur si elle venait ennuyer les gens avec des blagues stupides, ce qui lui a valu de rire, ce qui a inquiété son frère. Luke Tollé n'a pas pu le supporter et est sorti prendre l'air. Suzanne était clairement surprise par cette réaction, Chester regardait également son cousin d'un air étudiant. Regardant mécontent son cousin par-dessus son épaule, Luke l'invita à sortir un moment. Chester répondit avec un regard ironique et quelque peu victorieux, après quoi il accepta. La nuit était déjà tombée dans Saint-Ray, d'énormes étoiles brillaient dans le ciel, des fenêtres et des lanternes au sol éclairaient des étangs bordés de pierres avec de l'eau claire et de délicieux lotus, des sentiers bien entretenus, des arbres et des buissons. Luke se tenait sur la pelouse bien tondue, regardant au loin, son cousin s'approcha de lui avec une bouteille d'eau minérale froide, qu'il ouvrit en disant qu'il faisait un peu chaud. Luke fut surpris, il lui sembla qu'il faisait assez frais, et Chester porta l'eau à ses lèvres et, au plus grand étonnement de son cousin, commença à la boire, comme dans la publicité. Luke se demandait si Chester avait quelque chose de mieux à faire, et en même temps il était terriblement envieux de l'apparence de ce bel homme, encore plus grand et plus athlétique que lui, en buvant de l'eau minérale. Le cousin de Luke porta la bouteille à moitié vide à son front, comme s'il posait pour un magazine, et cela lui allait très bien. Pensa Luke avec haine dès que le méchant n'avait pas mal à la gorge. Chester annonça soudain que c'était son cousin qui lui avait dit que si tu bois comme il le fait maintenant, les femmes trouvent ça sexy. Luke pensa avec colère que Suzanne était folle et Chester se demanda pour quelle affaire le directeur exécutif du département de production l'avait appelé. Luke a répondu qu'il y avait eu un cas impliquant Mae Kenny. Par habitude, il a nommé la femme adjointe. Après une pause et après avoir rassemblé son courage, Luke Tollé a demandé à sa cousine de la ramener dans son département. Lorsque son cousin lui a demandé de ramener l'assistant qu'on lui avait imposé au département de planification stratégique, le chef du département a refusé. Luke a crié qu'il ne comprenait pas pourquoi son cousin l'avait immédiatement refusé, sans même en connaître la raison. Chester a répondu qu'il y avait déjà suffisamment de personnes intelligentes dans son département et que Mae Kenny travaillait dur à côté de Luke, et il ne semblait y avoir aucune raison impérieuse pour qu'elle retourne au département de planification stratégique. Baissant les yeux pour cacher les larmes qui coulaient, Luke Tollé répondit que, comme son cousin le savait, Miss Kenny était trop belle pour être simplement sa secrétaire. Chester avait l'air triomphant et un peu moqueur, et a déclaré que Luke lui-même avait parfaitement compris cela, mais qu'il l'avait quand même laissé là. Plissant les yeux devant son cousin qui était sur le point de pleurer, le directeur de la planification stratégique suggéra qu'il y avait peut-être un autre problème avec Kenny. Un jour après la conversation avec son cousin, tôt le matin, le directeur exécutif du département de production de TK Group a entendu dans son sommeil les demandes bruyantes de sa sœur d'ouvrir immédiatement la porte.
Déferlant comme un ouragan dans l'appartement de son frère à moitié endormi et s'étouffant de rire, Suzanne, toute rouge, lui apporta un smartphone avec des colonnes de potins ouvertes directement devant son nez. Il a indiqué que le petit-fils paternel du président du groupe TK, l'influ magnate Sean Tolley, a été vu dans le bar-salon de l'Hôtel M avec une mystérieuse femme non célèbre. S'y jointes se trouvaient des photographies de Luke attachant le manteau de son assistante et la soutenant par les épaules. Les yeux du petit-fils mentionné se sont agrandis, il a marmonné sous le choc ce que c'était, et la sœur s'est amusée en citant l'article de différentes manières. En plissant les yeux sournoisement, Suzanne a récité par cœur comment le directeur exécutif du groupe TK, Luke Tolley, dont la vie personnelle est restée dans l'ombre, a attiré l'attention du public, etc. Planant au-dessus de son frère aîné, tombé sur une chaise, la femme avec un sourire narquois lui dit de lui dire qui était son homologue. En colère et effrayée, Luke marmonna, sa sœur rigola et dit qu'elle devinerait maintenant. Avec une expression mystérieuse sur le visage, Suzanne dit lentement que son frère avait rencontré l'ancienne adjointe du département de planification stratégique, mais Kenny, au bar-salon. Tolley a demandé à sa sœur comment elle comprenait cela. Suzanne a ri et a dit que cela ressortait clairement des photographies. Elle a également ironiquement déclaré qu'il ne s'était pas écoulé 100 ans avant de voir son frère serrer une fille dans ses bras, ce à quoi Luke a présenté des excuses sur le genre de câlin. La sœur a poursuivi en disant que, généralement, le moindre contact avec une personne terrifie le directeur exécutif, mais ici, elle n'a même pas pu trouver les mots. Après une pause, Mademoiselle Tolley s'est exclamée que c'était le début d'une romance de bureau. Luke a déclaré avec colère que quel genre de roman et que sa sœur répétait de la fiction. Suzanne était indignée qu'elle ait tout vu correctement sur la photo et que son frère devrait l'avoir de la romance, de l'amour et tout ça. La sœur cadette l'a attaqué en lui demandant si Luke avait même pensé à sortir avec quelqu'un. Son frère lui a demandé d'arrêter de dire de telles choses. Elle a dit sarcastiquement que depuis que son frère avait dit cela, il planifiait peut-être déjà un mariage avec cette femme. Suzanne a ensuite ridiculisé son frère, disant que peut-être, pour être reconnu comme le véritable successeur de TK, il avait prévu un mariage arrangé avec une fille issue d'une famille encore plus puissante que les Tolley. D'une voix menaçante, Miss Tolley a plaisanté en disant que Luke avait vécu toute sa vie pour cela, préservant son innocence et, comme on dit, l'harmonie pour les familles de ceux qui se mariaient. A rejeté sa méchante sœur cadette, affirmant qu'il n'avait même pas la moindre idée d'un mariage arrangé et qu'il ne sortirait pas non plus avec n'importe qui. Triste et rougissant, marmonna qu'il ne sortirait avec une fille que si c'était le coup de foudre. Suzanne essaya d'abord de se retenir, se couvrant la bouche avec son poing, mais ensuite elle rit bruyamment. Luke se boucha les oreilles. Miss Tolley se moqua en disant qu'il était là, l'homme le plus innocent de ce siècle. Elle lui montrait du respect. Le frère était indigné de la réaction de Suzanne. Ensuite, sa sœur a saisi sa carte de crédit, ce qui l'a également amené à protester bruyamment, mais Suzanne a ri en disant qu'elle soutenait le début du roman de Luke Tolley et que, comme toujours, merci pour l'argent. Luke était déprimé, il se couvrit le visage avec sa paume et essaya de ne pas pleurer. Cet après-midi-là, dans le bureau de Mae, Kenny se tenait honteusement au bureau du PDG et implorait pardon d'avoir causé un grave préjudice à sa vie privée. Luke venait d'être plongé dans un article de journal sur des sujets commerciaux et n'a pas immédiatement compris ce que le secrétaire attendait de lui. Levant les yeux du journal économique, M. Tolley a déclaré que l'article sur le bar-salon avait déjà été publié et que May n'avait pas besoin de s'excuser, il avait lui-même eu tort de s'immiscer dans sa vie personnelle. Kenny a déclaré qu'il n'avait pas besoin de dire cela et qu'elle avait promis de ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire, et a en même temps déclaré qu'elle était responsable de ne pas avoir arrêté la publication d'un article plein de mensonges et de distorsions. Déterminée et un peu hystérique, la secrétaire a promis qu'elle mettrait tout en œuvre pour corriger la situation afin que la réputation du directeur général n'en pâtisse pas davantage. Puis elle a recommencé à s'excuser, disant qu'elle avait même honte de regarder le réalisateur dans les yeux. Luke Tolley a dit que tout allait bien, cela ressemblait à moitié à une assurance, à moitié à une question. Après avoir exigé que les excuses soient complétées, M. Tolley a vérifié auprès de May son emploi du temps, il était temps de partir pour la réunion hors site. Kenny a dit qu'elle informerait le chauffeur. Dans l'ascenseur, May était heureuse d'avoir pu au moins réparer la situation, et Luke pensait qu'elle était allée trop loin avec ses excuses obsessionnelles. Il acceptait également mentalement que Miss Kenny devrait effectivement faire face à la situation. Pensait Tolley Jr. May Kenny faisait un excellent travail en tant que secrétaire. Le directeur exécutif essayait de comprendre ce qu'il voulait de plus, expulser May ou la quitter, mais au-delà de ce dilemme, il voulait aussi la déshabiller. Alors qu'il sortait du bâtiment de bureau, le directeur exécutif du département de production et la secrétaire qui l'accompagnait étaient entourés de journalistes équipés de caméras.
Leurs cris faisaient bourdonner les oreilles de Tollé, eux-mêmes se fondaient en une seule foule floue, il était difficile de comprendre où finissait une personne et où commençait une autre. Luc lui-même semblait être une créature solitaire, debout, impuissante, devant une hydre sifflante à plusieurs têtes. Les yeux de Tollé sont devenus gris, la nausée est montée dans sa gorge, il est devenu blanc, s'est couvert de gouttes de sueur et a commencé à tomber, criant d'horreur, à essayer de s'accrocher au patron. Le visage du PDG était comme du plâtre, il tremblait, sa respiration était trop rapide. Mais devina qu'il s'agissait peut-être des symptômes d'une crise de panique, mais elle pensa avec colère que ce n'était pas surprenant en raison de toute la foule qui était venue. La voiture personnelle de Tollé, avec l'assistant Kemp au volant, a rapidement décollé dans le virage, les journalistes debout sur la chaussée ont à peine eu le temps d'esquiver. Le conducteur s'inquiétait de l'état du patron et était en colère contre la foule de personnes munies de caméras, il a brièvement et brusquement invité le patron et sa secrétaire à monter dans la voiture. Sous les flashs de l'appareil photo, la voiture s'est éloignée brusquement et s'est précipitée sur la route. Les deux subordonnés craignaient ce qui arriverait à leur patron et se sentaient désolés pour lui en raison de la forte détérioration de leur état de santé. Mais à tenter d'exciter Tollé, Luc leva la tête, attrapa son cœur d'une main et le siège avant de l'autre, des larmes coulèrent de ses yeux, il entendit le secrétaire dire quelque chose, mais ne comprit pas quoi. Le directeur exécutif respirait la bouche grande ouverte, lourdement, fréquemment et bruyamment, devenant tout le temps confus. Miss Kenny elle-même avait les larmes aux yeux et la sueur sur le visage, elle avait peur que M. Tollé meure dans la voiture dans ses bras. Le réalisateur ne pouvait plus rester assis et tomba sur son assistant, son visage ressemblait à un morceau de craie, ses yeux étaient fermés, ses lèvres perdaient leur couleur. De grosses gouttes de larmes et de sueur coulaient sur le visage et le cou de Luc, il respirait toujours lourdement et tremblant, mais serrait son cou avec ses bras et pouvait à peine retenir ses propres sanglots. Tollé a rêvé de son enfance, du large sourire prédateur de son père, de ces paroles selon lesquelles Luc est le centre du groupe TK et que les gens du monde entier le regardent. Le petit Tollé a pris ces mots très au sérieux, il a fermement décidé de ne pas laisser tomber son père et d'être digne de sa position, même s'il semblait à l'enfant que tous ces gens incompréhensibles et terribles du monde étaient tombés sur ses petites épaules, et a en même temps, l'inquiétude de tout l'immense grand-père. Un jour du début du printemps, à l'âge de 6 ans, alors qu'il marchait, comme d'habitude, main dans la main avec sa mère, le garçon remarqua pour la première fois réellement les caméras pointées dans sa direction. Les yeux du bébé se sont agrandis d'horreur, alors voilà ce qu'ils sont, des gens du monde entier qui le regardent et veulent lui raconter partout ses erreurs. Les visages des journalistes, leurs énormes appareils photos, leurs silhouettes et leurs vêtements se fondaient en un seul endroit hétéroclite et bruyant, scintillant de lumières aveuglantes. Les journaux remarquaient chaque pas de l'héritier de la société, louaient ses succès et son apparence, le qualifiaient de prince et de perfection, mais étaient également prêts à publier tout faux pas. Les paroles du père du jeune Tollé résonnaient constamment dans sa tête selon lesquelles il devait toujours se comporter avec dignité, que Luc n'avait pas le droit d'être nerveux et qu'il devait se rappeler qu'il était le visage et l'avenir du groupe TK. L'héritier était déjà un jeune homme lorsqu'il a fait preuve de faiblesse lors de la prochaine séance photo officielle de la famille Tollé, duc de Stanningham. Le photographe lui a rappelé son sourire d'une manière professionnelle, en comptant lentement et clairement jusqu'à 3, un éclair brillant, comme l'éclair d'une supernova, a aveuglé le jeune duc et ses oreilles ont commencé à bourdonner. Ensuite, on a dit à Luc qu'il était soudainement tombé au sol, pâle et en sueur, respirant à peine, ne pouvait pas bouger normalement et ne répondait pas aux cris de ses proches. Cette fois, lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, Tollé Junior ne pouvait pas se rappeler immédiatement comment il était arrivé là-bas. Luc se souvenait à peine d'être tombé, mais il réalisa qu'il perdait à nouveau connaissance, cela le contrariait qu'à chaque fois il espérait que maintenant tout irait bien, mais il tombait quand même quelque part. De vagues souvenirs revinrent à l'esprit de Tollé, comment il conduisait une voiture avec sa secrétaire, comment elle essayait de le retenir et comment elle-même était horrifiée. D'une démarche faible, portant la perfusion, Luc quitta la pièce et vit Miss Kenny, qui s'était endormie, assise sur le canapé du couloir. Kenny était sans veste, son visage régulier paraissait calme et doux dans son sommeil, son chemisier léger révélait ses clavicules et soulignait ses seins, sa jupe se soulevait un peu, montrant ses jambes. Luc regarda sa montre, il était déjà 1h moins le quart du matin, le directeur était content et en même temps gêné que son assistant soit toujours à côté de lui, même si la journée de travail était terminée depuis longtemps. L'homme a suggéré que Miss Kenny était probablement très fatiguée, et il a également remarqué que ses énormes lunettes à l'ancienne, sans lesquelles elle se sentait beaucoup mieux, étaient tombées de la secrétaire. Mais semblait avoir entendu des pas dans son sommeil ou ressenti la présence de Tollé, car elle ouvrit soudain ses immenses yeux bleu-gris. Leur regard était doux et surpris, mais devint très vite sévère et indigné. Mais se leva de manière décisive,
se dirigea vers Luc Tollé et posa sa main sur son épaule. D'un ton inquiet mais sévère, Miss Kenny a dit au patron qu'il était trop tôt pour qu'il se lève. Luc a faiblement essayé de prétendre que tout allait bien, mais l'a conduit au lit et l'a aidé à porter la perfusion. Assis sur son lit d'hôpital, Luc Tollé a remercié son assistante et lui a dit qu'elle pouvait y aller et qu'elle était probablement fatiguée. Mais a répondu qu'elle était restée volontairement. Elle a déclaré qu'elle était responsable du directeur général et a ajouté qu'elle ne pouvait pas prédire son état à l'avance. En mettant ses lunettes effrayantes, mais a noté que M. Tollé avait beaucoup sauté des repas ces derniers temps et a déclaré qu'elle partirait une fois qu'elle serait satisfaite que le directeur général ait mangé. Luc était indigné qu'il ne soit pas une sorte d'enfant, mais l'assistant lui a demandé d'attendre un peu et a bientôt apporté un plateau chargé de divers plats. Mais a dit que le réalisateur n'aimerait peut-être pas ça, mais qu'il devrait tout manger, ce à quoi Luc Tollé se contenta de soupirer avec colère. Mais a également ajouté que la patronne n'avait pas besoin de s'inquiéter des problèmes de travail d'aujourd'hui, elle s'occupait de tout elle-même et qu'à ce moment-là, la secrétaire incarnait simplement la fiabilité. Tollé le remercia avec surprise et réfléchit un instant, immobile, une fourchette à la main. Il regarda Kenny, échevelée après avoir dormi dans un endroit inapproprié, qui, avec la tête et les épaules légèrement inclinées vers Luc, ressemblait à une mère poule, et il semblait qu'elle ne se calmerait clairement pas jusqu'à ce qu'il mange. Luc s'est senti drôle, lui-même a été gêné par sa réaction et a toussé, puis il a exigé que May, abasourdi, prenne immédiatement de la nourriture pour elle-même, sinon il ne mangerait pas non plus. Tollé a avoué à sa secrétaire qu'il pensait qu'elle ressemblait à un robot, mais maintenant il voit qu'elle a les traits d'une personne ordinaire, en particulier, ses cheveux sont ébouriffés et elle mange mais comme tout le monde. Kenny était gêné et a rapidement promis de régler le problème. Luc a répondu que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tollé voulait parler de lui, il a admis qu'il s'était évanoui pour la première fois alors qu'il venait d'avoir 20 ans. L'homme a déclaré que dès la petite enfance, son père était un peu strict envers lui, exigeant que l'héritier d'une immense société et d'un titre noble soit toujours parfait. En particulier, il n'osait pas montrer une apparence négligée. Mais ne s'attendait pas à entendre que le patron se surveille toujours et est prudent dans ses actions, car les paparazzi le surveillent pour rédiger un autre rapport. Luc a déclaré qu'il vivait tous les jours, soucieux de ne pas nuire à l'inquiétude de son grand-père avec son comportement et ses paroles. Les journalistes le surveillaient toujours, essayant de le rattraper lorsqu'il faisait une erreur, alors il pensait qu'il était prêt à faire face à des flashs soudains de l'appareil photo, mais ce jour-là, alors qu'il prenait un portrait de famille, quand il y avait un flash, il est immédiatement tombé. Tollé agita la main et sourit, invitant Kenny à vivre une vie plus détendue pour eux deux, mais le sourire ne semblait pas naturel à cause des yeux tristes. La secrétaire ne comprenait pas ce que la directrice voulait dire, soit qu'elle était aussi trop tendue tout le temps, soit qu'elle suggérait généralement de réduire la distance dans la relation, mais comment cela se pouvait-il, elle n'était qu'une subordonnée. Kenny pensait que Tollé plaisantait probablement à son sujet, et Tollé a dit qu'on parlait beaucoup en mangeant et qu'il était temps de manger. Mais réfléchit à l'histoire du patron, elle fut surprise que Tollé Junior soit un homme qui avait bien plus de problèmes que ne le pensait la secrétaire. Il était déjà 3 heures du matin lorsque May s'apprêtait à rentrer chez elle, annonçant qu'elle préparerait une réunion vidéo le lendemain matin. Luc a été surpris parce que la journée de travail était censée commencer dans 5 heures, à 8 heures du matin, il a plaisanté en demandant si Miss Kenny se préparait trop tôt pour le travail. L'assistant a expliqué que comme ils avaient déjà reprogrammé une fois hier, il était difficile d'ajuster encore plus l'heure, mais a assuré qu'elle avait préparé tout le matériel à l'avance pour que le patron n'ait pas à s'inquiéter et qu'elle était sur le point de partir lorsque Luc lui a demandé d'attendre. Le patron a déclaré qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant d'aller travailler et a proposé de passer la nuit dans sa chambre. Tollé ne s'est pas contenté de se déshabiller, mais a pratiquement regardé la secrétaire, qui a cligné des yeux sous le choc. Dès qu'il a invité à haute voix le secrétaire à passer la nuit, Luc Tollé a été horrifié par lui-même et a commencé à se qualifier mentalement de fou. Le directeur exécutif a été étonné du genre d'absurdités qui lui sont venues à l'esprit. Mais a prétendu qu'elle n'avait pas entendu la proposition de Tollé et lui a demandé s'il voulait dire quelque chose. Luc lui a fait signe qu'il ne voulait rien dire et qu'il était temps pour Kenny de partir. Resté seul dans la pièce, Luc Tollé s'est d'abord assis, la bouche entr'ouverte et les yeux exorbités, serrant nerveusement le drap avec ses doigts. Puis il s'est attrapé la tête et a attrapé ses propres cheveux, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez lui, s'il s'était vraiment cogné la tête lorsqu'il s'était évanoui. Après avoir dormi plusieurs heures, Luc Tollé s'est réveillé presque à l'arrivée de sa secrétaire. En s'approchant de la fenêtre haute, le directeur exécutif s'étira et bâilla, pensant qu'il avait bien dormi, mais il se réveilla quand même fatigué. On a frappé à la porte, mais Kenny est entrée et a dit bonjour, soit en faisant une erreur, soit en voulant faire un compliment. Elle a qualifié Tollé de brillant réalisateur.
Luc n'était pas capable de se connecter lui-même à une vidéoconférence sur des questions professionnelles et ne portait pas de vêtements appropriés. Il a donc fait asseoir sa secrétaire à sa place. Mais surveillait le respect de l'ordre du jour, passait la parole d'orateur en orateur, écoutait également attentivement les orateurs et notait ce qui devait être transmis au patron, bien qu'il l'ait lui-même entendu. Tollé pensait que Miss Kenny devait être fatiguée, mais il ne le montre même pas. Luc se grondait du fait qu'au contraire, il n'était pas comme lui et que récemment il avait été trop émotif et avait dit beaucoup de choses stupides, probablement à cause de ce qu'il ressentait. Mais a rapporté que tout ce qui se passait dans le programme du matin s'est bien passé et qu'elle a laissé le futur programme vide en raison de l'état du directeur, a remercié Luc distraitement. La sœur cadette du directeur exécutif entra dans la pièce, élégamment habillée comme toujours et portant un luxueux bouquet de fleurs pour son frère. Luc était indigné de ce que Suzanne faisait ici, et elle lui a tendu des fleurs et lui a dit qu'elle était venue dès qu'elle avait découvert que son frère était à l'hôpital, puis a ajouté qu'en fait, sa mère lui avait dit de venir. Tollé Junior était horrifié que sa mère soit au courant de son évanouissement. Sa sœur a déclaré que sa mère s'était rendue dans une ville voisine pour commander une boisson tonique spéciale pour son fils auprès d'un homéopathe populaire. Agrippant sa tête rejetée en arrière, Luc était indigné de ne pas boire cette vilaine chose. Suzanne rigola. La secrétaire supposait mentalement que son manager devait entretenir de bonnes relations avec sa famille pour qu'on s'occupe autant de lui. Suzanne Tollé a tourné son attention vers May et lui a demandé si elle était l'adjointe de May Kenny. La secrétaire a poliment confirmé son nom et clarifié sa position. Continuant à appeler May l'adjointe, la sœur du directeur exécutif a déclaré qu'elle l'avait déjà vue, lorsqu'elle a remporté la première place dans la compétition sportive des employés de l'entreprise. May est devenue embarrassée. Luc, en colère, a dit à Suzanne de terminer ses affaires, de ne rien dire de stupide et de partir rapidement. La sœur a déclaré qu'elle n'avait pas encore démarré son entreprise. Saisissant la main de son frère et l'entraînant avec elle, Luc était indigné du genre d'absurdité qu'elle avait encore inventé. Suzanne, avec un air de conspirateur, murmura à son frère qu'elle l'aidait. Il était indigné qu'elle soit folle. Sa sœur lui demanda si elle devait tout lui dire. Luc était surpris de ce dont Suzanne parlait. Elle fit un clin d'œil sournois à son frère aîné, s'approcha de son subordonné, lui serra la main et lui proposa d'aller prendre un café ensemble pendant que le patient restait dans la salle. En marchant dans la rue avec l'assistant de son frère et en sirotant un café, Suzanne Tollé a demandé si May était très surprise. La secrétaire a pris cela comme une question sur la santé du directeur et a dit avec tristesse qu'elle ne pensait pas que M. Tollé s'évanouirait ainsi, mais a ajouté que son état s'était déjà sensiblement amélioré. L'interlocuteur dit pensivement qu'il n'y avait rien d'étrange à s'évanouir, mais qu'elle n'avait jamais vu son frère se sentir aussi calme de sa vie. Miss Tollé a déclaré à Miss Kenny surprise que leur père voulait que Luc soit considéré comme le successeur idéal dès son plus jeune âge. Elle a admis que le vice-président du groupe TK, Stanley Tollé, était une personne très avide, mais qu'il n'avait pas d'autre capacité que la cupidité, alors le chef de l'entreprise l'a jeté hors de sa vue. Par conséquent, Stanley Tollé souhaitait renforcer sa position dans l'entreprise par l'intermédiaire du petit-fils aîné reconnu de Sean à l'époque, à savoir son fils Luc. La sœur du directeur général a déclaré que son frère voulait vraiment être à la hauteur des attentes de son père et que celui-ci, à son tour, essayait d'obtenir l'approbation de son grand-père, au point de devenir parfois cruel. Et ainsi, quand Luc avait 20 ans, ce salaud de Chester est soudainement apparu et a brusquement poussé le précédent successeur de son poste. Suzanne a demandé à May si elle devait lui en dire plus sur l'actuel héritier principal de l'entreprise, ou si elle le savait déjà. D'après les intonations de Miss Tollé, il semblait qu'elle avait accepté son cousin, mais qu'elle souffrait à cause de son conflit avec son frère. La secrétaire Kenny a répondu qu'elle était consciente de l'ascension rapide de Chester en termes généraux, car c'était un sujet largement discuté à l'époque. L'interlocuteur a déclaré que sa tante, la plus jeune fille de Sean Tollé, Scarlett, était tombée amoureuse d'un joueur de volley-ball peu connu, Jamie Kenny, et l'avait accompagné au Canada. Scarlett Kenny y a vécu cachée pendant 20 ans. Avec l'annonce de sa mort, le secret de l'existence de son fils a été révélé. Sean Tollé a accueilli un nouveau petit-fils qui n'avait nulle part où aller et lui a transmis son nom de famille. Pour Luc, qui avait l'habitude de croire qu'il était le seul successeur du groupe TK, ce fut un désastre. Pour ne pas être inférieur à Chester, il se consacra entièrement au combat. Mais Sean avait récemment cédé plus de la moitié de la société à Chester, et comme Suzanne le suggérait, Luc avait décidé que sa vie entière était bouleversée. La secrétaire y réfléchit, elle avait l'habitude de penser que son chef n'était qu'un prince égoïste, mais maintenant elle décida qu'elle avait tiré des conclusions hâtives. Madame Tollé a poursuivi en disant que dès que son frère avait décidé de se reposer, il était immédiatement mis au travail.
ce qui lui ajoutait un stress supplémentaire. Kenny a marmonné qu'elle était vraiment désolée. Prenant May par le bras et appelant son adjoint, Suzanne Tolley a déclaré qu'elle ne pouvait pas imaginer quelle joie c'était de la voir à côté de Luke et a demandé la permission d'appeler sa sœur. May a été touchée et en même temps elle s'est souvenue de ses jeunes frères. Suzanne, la serrant dans ses bras, s'est mise à pleurer. Miss Tolley a dit qu'elle était vraiment désolée pour Luke, et il ne sait même pas comment se reposer, c'est son premier jour de congé depuis longtemps, et il travaille, même à l'hôpital, c'est si cher pour lui. En larmes, Suzanne a demandé quoi faire pour que son frère puisse reposer en paix, faible face aux larmes des autres, mais Kenny a promis de trouver un moyen. Miss Tolley a de nouveau appelé sa sœur et lui a dit qu'elle était la meilleure. Conduisant avec Suzanne, Luke Tolley et May Kenny, habillés de manière décontractée, John Kemp a expliqué qu'il était un expert en jeu. Le patron était indigné, est-ce vraiment pour cela qu'il les a soudainement emmenés hors de la ville? Kemp a joyeusement rapporté que c'était exactement le cas. La sœur du directeur exécutif, souriant sournoisement, pensait que le chauffeur faisait tout correctement. La secrétaire Kenny a donné les exemples de Newton et Descartes et a déclaré qu'un repos adéquat augmente la productivité, ce qui contribue à la réussite professionnelle, et qu'elle fera tout son possible pour garantir que le directeur bénéficie d'un repos de qualité. Monsieur Tolley, portant une veste de motard sur son t-shirt, marmonnait qu'il en serait ainsi, mais qu'en réalité il avait juste besoin de dormir quelques jours et que le voyage était ennuyeux et le faisait rire. Regardant le patron avec intérêt, Kenny remarqua que même s'il avait dit cela, il avait l'air inquiet. Mais a suggéré qu'elle avait mis trop de pression sur Tolley pendant tout ce temps. Luke s'est contenté de rire. L'assistant a promis qu'il passerait un week-end vraiment amusant. Luke a automatiquement pensé à un type d'amusement très spécifique. Le chauffeur de Luke Tolley, John Kemp, a été le leader du divertissement tout au long de ses années de collège et de lycée. Il était impliqué à la fois dans l'organisation et en tant que présentateur. John était également simplement un participant actif à des événements, y compris divers voyages. Dans sa jeunesse, Kemp a organisé des événements en tant que membre du conseil étudiant du département d'ingénierie automobile et a également été président de l'Automotive Club. Il aimait aussi beaucoup organiser des réunions informelles, organiser des fêtes et des pique-niques. Après avoir découvert tout cela, la sœur de son patron, la directrice exécutive du département de production de TK Group Corporation, a demandé à John Kemp d'organiser un voyage à l'extérieur de la ville, notant qu'elle appréciait son travail acharné tout au long. Le chauffeur a réservé un logement et établi un emploi du temps. La secrétaire du directeur, mais Kenny, l'a remercié pour son travail acharné. Le patron lui-même a grogné et n'a pas apprécié jusqu'où Kemp les emmènerait. La sœur du directeur rêvait à haute voix que ce serait bien s'il n'y avait personne sur leur lieu de vacances, mais elle pensait qu'elle attendait les vacances avec impatience. En arrivant à la maison d'hôtes d'élite, qui a reçu de nombreuses critiques élogieuses, les invités se sont installés dans les chambres à 2 étages les plus populaires avec une vue magnifique depuis les fenêtres panoramiques. Au total, 2 chambres ont été louées, par sexe. Suzanne Tolley a partagé une chambre avec la secrétaire de son frère et le réalisateur Luke Tolley a partagé une chambre avec son chauffeur. Les Tolley, certains avec une surprise sincère, d'autres avec une feinte surprise, demandèrent s'il n'y avait vraiment que 2 chambres. L'assistant Kemp leur assura qu'il y aurait ici de la place pour 4 personnes. Suzanne Tolley a suggéré de déballer d'abord, ce que tout le monde a fait. L'autre jour, Luke Tolley, qui est sorti de l'hôpital, ne voulait partager une chambre avec personne, encore moins avec un subordonné. Luke, en principe, ne pouvait pas dormir quand il y avait quelqu'un d'autre à proximité. En regardant comment le chauffeur triait ses affaires soigneusement emballées, Tolley pensa que Kemp s'était apparemment préparé toute la nuit. Dans les toilettes des femmes, déballer les valises était plus amusant, plaisantant et souriant. La sœur du directeur étudiait tranquillement mais attentivement l'assistante et ses bagages. Suzanne a été surprise que May ait peu de vêtements et qu'ils soient tous de style sportif. Kenny a expliqué qu'elle aimait les vêtements simples, préférant les choses confortables. Miss Tolley a objecté qu'ils étaient venus pour des vacances tant attendues et qu'ils devaient créer la bonne atmosphère. Monsieur Tolley et Monsieur Kemp sont entrés dans la chambre non verrouillée des femmes alors qu'ils travaillaient encore sur leurs valises au 2e étage. Le chauffeur a crié familièrement si les dames avaient fini de déballer leurs affaires, et elles ont répondu qu'elles seraient bientôt en bas. Quelques minutes plus tard, les femmes descendirent. Suzanne portait une robe chemise blanche à moitié déboutonnée, révélant une jupe droite et un soutien-gorge noir, le tout complété par un sac banane et des bijoux séduisants. Mais se sentait mal à l'aise dans la robe extra longue de quelqu'un d'autre, mais la délicate couleur rose lilas lui allait extrêmement bien et il n'y avait pas de lunettes répugnantes sur son visage.
Luke ne pouvait pas quitter la secrétaire des yeux, et il ne pouvait rien trouver de mieux que d'attaquer sa sœur en lui demandant pourquoi ils étaient habillés comme ça. Suzanne répondit joyeusement à cela afin de créer une atmosphère de vacances. Debout derrière Miss Kenny, qui était invitée par le chauffeur Kemp à monter dans la voiture, Miss Tolley a murmuré à son frère qu'elle ne s'attendait pas à ce que le corps de Sœur May soit si fou. Luke était en colère et a exigé d'arrêter de dire des choses étranges. Il faisait très chaud, mais le ciel était couvert de nuages bleuâtres et une brise touchait la cime des arbres. Suzanne a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps et a suggéré qu'ils se séparent en paire. Elle voulait accompagner le chauffeur au magasin et a suggéré à Luke et May de regarder autour d'eux et de trouver un endroit où tout le monde pourrait s'amuser. Tolley et Kenny regardèrent avec surprise la voiture dans laquelle Suzanne était partie. May a suggéré que, puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire de toute façon, nous devrions vraiment aller regarder autour de nous ensemble. Autour de la pension se trouvait une forêt de feuillus avec des collines couvertes d'arbres et de larges sentiers bien entretenus. Kenny a demandé à Tolley s'il aimait ces sentiers dans la forêt. Luke ne savait pas quoi répondre, car il ne les avait jamais vraiment parcourus auparavant. Mais a dit à son compagnon qu'il y avait des montagnes près de la maison où elle vivait lorsqu'elle était enfant, qui servaient de terrain de jeu pour elle et ses frères et amis. Ils y sont allés pour observer les fleurs, ramasser des insectes et jouer à des jeux d'eau, et maintenant, quand May sent l'odeur de la forêt, cela la ramène à des souvenirs. Luke Tolley était plus intéressé par la figure de l'assistant que par la forêt ou les montagnes, mais il a gentiment noté que Miss Kenny avait une bonne mémoire. Mais a attiré l'attention de Tolley sur les fruits mûrs du cornouiller, montant jusqu'au buisson, elle a cueilli une baie et l'a mise dans sa bouche. Luke avait peur qu'elle soit comestible du tout. La femme a dit que le cornouiller était doux et savoureux et a suggéré au directeur général de l'essayer. Elle-même mit une baie dans la bouche de Luke, toucha ses lèvres avec son doigt et regarda Tolley d'un air interrogateur. Cependant, Luke n'aimait pas du tout le goût du cornouiller, il plissa le visage et s'indigna qu'il soit aigre et amer. Mais a dit qu'il semblait que la baie n'était pas tout à fait mûre et l'a offerte à un ami, mais Luke a refusé. Les compagnons ont continué leur promenade le long de la rive d'une rivière forestière peu profonde avec une eau incroyablement claire, à travers laquelle chaque pierre au fond était clairement visible. Tolley et Kenny ont jeté de petites pierres plates dans la rivière. Luke a parlé de différents types d'oiseaux et de plantes. De l'autre côté de la rivière, il y avait une magnifique prairie fleurie et Tolley suggéra d'y aller, ce qu'ils firent tous les deux. Lorsque May regarda la clairière avec admiration, Luke pensa qu'elle ressemblait elle-même à une fleur. Après avoir cueilli du trèfle, Kenny l'enlaça avec le doigt de son compagnon, mais remarqua avec joie que Tolley s'amusait. C'était la première fois qu'elle voyait une telle expression sur le visage du directeur exécutif. Bien entendu, May et Kenny a attribué cette réaction uniquement à la beauté de la nature et à l'air frais. Pendant que May, accroupie, cueillait des fleurs, Luke la regardait rêveusement. Puis ils se sont assis paisiblement, entourés d'énormes rochers, au bord de l'eau sous un arbre ombragé. Les oiseaux gazouillaient autour, l'homme et la femme se touchaient presque les paumes. Mais a rappelé à Luke ces paroles selon lesquelles elle devait soulager ses épaules et vivre plus librement. Elle n'a rien trouvé de mieux que de dire sur un ton officiel qu'elle suivrait cela et qu'elle souhaitait que le directeur se détende également. Elle était donc très heureuse que M. Tolley ait accepté le voyage. Luke était déprimé, il s'attendait à des conversations complètement différentes, mais a confirmé qu'il ne s'était jamais autant amusé auparavant. Soudain, de grosses gouttes de pluie se mirent à tambouriner sur les feuilles, tombant de plus en plus fréquemment, et une averse commença rapidement. Luke a crié qu'il devait courir plus vite. Escalader les rochers glissants couverts de lichen était difficile et dangereux. Mais était à la traîne. Tolley s'est retourné et lui a crié de faire attention, mais a accepté distraitement. Luke l'a regardé avec colère, il n'a pas pensé à lui tendre la main. Tolley attendit pendant que Kenny se levait, essayant de maintenir l'ourlet montant et de saisir l'énorme pierre avec son autre main. La main a glissé, heureusement, Luke a réussi à la saisir. La femme s'est accrochée au-dessus de la falaise, essayant de trouver un soutien ou d'attraper quelque chose avec sa main libre. Luke avait peur de ne pas pouvoir tenir mais Kenny et en même temps ne pouvait pas s'arracher de son décolleté. Après quelques secondes, il pensa crier à May de lui tenir la main. Kenny était reconnaissante, elle n'avait pas réalisé toute seule qu'elle devait s'accrocher elle-même à Tolley. Les cheveux de la femme, ayant perdu une grande partie de son contrôle d'elle-même, étaient complètement mouillés, sa robe était collée à son corps et ses yeux réagissaient au regard nostalgique de Luke et à ses traits attrayants. Tenant fermement la main de May, Tolley l'attira vers lui et la sortit. Il pensait que c'était fou, bien sûr, sa pensée était liée à l'averse. Enlevant la chemise qu'il portait par-dessus son t-shirt, Luke se couvrit ainsi que son compagnon. Il était plus confortable pour eux de marcher sous un tel auvent, se tenant par la main et tenant les bords de la chemise avec leur extérieur. Arrivés à l'arrêt de bus, les compagnons exhalèrent de soulagement et rire. Kenny s'assit sur le banc,
Tollé choisit de se lever. Assise, mais baissa la tête et se blottit dans sa robe mouillée, s'accrochant à son corps, qui semblait terriblement mignon et séduisant à Luc. Debout pratiquement dos à sa compagne, tournant seulement la tête dans sa direction, Tollé ne pouvait néanmoins pas détourner d'elle son regard ardent, qui se déplaçait d'abord plus haut puis plus bas le long de sa silhouette. Mais ne comprit pas ce regard étrange et se retourna avec une question sévère dans les yeux, même s'il y avait quelque chose de sans défense dans son regard. Luc a essoré et secoué la chemise, et l'a mise sur mai, disant qu'il la couvrirait pendant un moment, et que bientôt le chauffeur Kemp viendrait les chercher. Tollé a dévoré son compagnon des yeux, mais n'a pas osé l'embrasser. Kenny s'est seulement rendu compte que le chef avait l'air glacé, elle avait peur d'admettre la possibilité de certains sentiments, mais était sincèrement inquiète du fait que le directeur exécutif soit plus froid qu'elle. Au moment le plus inopportun, elle lui a demandé s'il allait bien. Le directeur s'est détourné, son visage est devenu très rouge, le petit-fils du chef de la société a dit qu'il allait bien, au contraire, il avait chaud après leur fuite. Miss Kenny toucha le front du gérant et remarqua que sa température avait augmenté, mais a déclaré avec inquiétude qu'il était impossible pour le réalisateur d'attraper froid. Luc était irrité par son inquiétude officielle. Kenny a résolument donné sa chemise au patron pour qu'il n'ait plus froid. Luc eut l'étrange impression qu'il semblait sur le point de tomber à travers le sol. Une voiture avec Suzanne Tollé et le chauffeur Kemp s'est arrêtée. Suzanne a été horrifiée par la raison pour laquelle son frère et son assistant étaient si mouillés et leur a ordonné de monter rapidement dans la voiture. John semblait étrangement heureux, regardant ses compagnons assis sur le siège. Alors qu'ils roulaient tous les quatre sur la route mouillée, la sœur de Luc a déclaré que la pluie était arrivée soudainement, que ce n'était pas conforme aux prévisions et que son frère aimé était probablement très surpris. Suzanne a demandé pourquoi ils étaient allés si loin, mais a répondu qu'ils voulaient juste voir les environs. Tollé et Kenny étaient assis l'un à côté de l'autre sur la banquette arrière, dont une partie était occupée par une grande boîte de course. Lorsque la voiture a franchi un dos d'âne, les genoux de l'homme et de la femme se sont accidentellement touchés. Regardant toujours par la fenêtre, Luc serra nerveusement le poing, mais a discuté poliment avec Suzanne d'elle et du voyage de Kemp au magasin. À la pension, après avoir changé de vêtements et séché, Luc et May ont commencé à aider Suzanne et John à préparer le dîner. Debout avec un bol de feuilles de laitue, Luc regardait May hacher l'ail avec diligence, l'air concentré mais pas sévère. Après un certain temps, la plupart étaient déjà assis à table, seul John Kemp retournait joyeusement et diligemment le barbecue. Luc restait pensif, sa fourchette au-dessus de son assiette inachevée. Les femmes regardaient quelque chose sur Internet via le smartphone de Suzanne, plaisantant et riant. Ensuite, il a été décidé de jouer à un jeu de société. Tout le monde sauf Luc Tollé a joué et s'est amusé. Luc s'est assis les mains sur les genoux et a juste regardé la progression du jeu. Il observa encore plus attentivement May, qui regardait le plateau de jeu avec intérêt, le col de cygne tendu.